Ok, alors on va commencer. Bonjour à tous. Donc alors, le programme à venir. Aujourd'hui, on va finir la séance sur le scepticisme. On va commencer celle sur la méthode scientifique, mais je pense qu'on prendra celle de la semaine prochaine pour parler de la méthode scientifique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, donc probablement que le texte que vous allez lire pour aujourd'hui, on en parlera au début de la séance prochaine, parce qu'il y a beaucoup d'étapes à traiter avant d'y arriver. Mais donc, on va déjà commencer par reprendre le cours historique sur le scepticisme. Donc si vous vous rappelez, on était parti du scepticisme antique, on avait parcouru le Moyen-Âge et du scepticisme de la Renaissance, et l'idée c'est qu'au moins jusqu'au XVIIe siècle, quelque chose qui est très clair, c'est que le scepticisme, c'est toujours le refus de se prononcer sur quelque chose. C'est l'idée que la connaissance est impossible. Donc dans l'Antiquité, c'est plutôt le refus de juger, et à partir de l'époque moderne, c'est plutôt interprété comme l'idée que la connaissance est impossible, qui sont deux choses un petit peu différentes, mais quand même assez liées, comme vous pouvez voir. Et ce que j'avais cherché à appuyer, c'est que si vous faites vraiment l'histoire du scepticisme comme école, que ce soit le scepticisme académicien ou le pyrrhonisme, il n'y a pas vraiment de lien avec les méthodes scientifiques, en fait. Le sceptique, c'est avant tout quelqu'un qui se bat justement contre la prétention des philosophes. Et je dis bien des philosophes, parce que comme je vous ai dit à l'époque, il n'y a pas de scientifiques, on appelle ces gens-là philosophes. Les prétentions des philosophes à connaître le fonctionnement du monde. Et on en était resté justement au moment où un certain changement se fait, c'est-à-dire qu'à partir du XVIIIe siècle, chez certains auteurs, dont notamment Hume, on en verra d'autres plus tard, le scepticisme, ça va avoir une définition très très différente. C'est-à-dire ça ne va plus du tout ressembler à l'idée qu'on ne peut rien savoir, qu'il ne faut rien dire. Ça va être plutôt quelque chose comme on peut savoir les choses, mais il faut être prudent. Qui est quand même un certain changement, parce que si vous y réfléchissez, c'est un peu ce que disent tous les philosophes depuis l'Antiquité, que si on suit les règles de la rationalité de façon prudente, on peut savoir des choses. Alors, je vais illustrer ça en regardant le scepticisme chez Hume, parce que c'est vraiment le cas le plus connu dans l'histoire de la philosophie, mais il faut voir ce qui s'est passé entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Ce qui s'est passé entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est avant tout l'achèvement de la révolution scientifique, avec ce qui à l'époque est considéré comme vraiment l'achèvement ultime de la raison humaine, qui est la théorie newtonienne, la physique newtonienne. Pour tout le monde en Europe, c'est considéré comme vraiment une théorie très puissante qui nous apprend des choses sur l'univers, parce qu'on découvre quand même qu'il y a une loi de la gravitation, une attraction universelle, quelque chose qu'on n'avait jamais soupçonné. Et du coup, c'est difficile dans ce contexte d'effervescence de se dire « Ah, on a enfin réussi, on commence à percer les secrets de la nature », d'être sceptique au sens classique. Donc à partir du XVIIIe siècle, il n'y a plus de scepticisme. Alors pas dans le sens, il y a toujours des philosophes sceptiques, vous en trouverez toujours qui défendent que la connaissance c'est impossible, mais il n'y a plus de grands mouvements sceptiques en philosophie, au sens classique. Il n'y aura plus de grands mouvements qui vont nier la possibilité de la connaissance ou la possibilité de la science. Et comme je disais, un de ces changements, il est visible chez Hume, un philosophe écossais du XVIIIe siècle, qui, dans son enquête sur l'entendement humain, consacre le dernier chapitre du livre à traiter du cas du scepticisme. Et comme je vous l'ai dit, l'un des points de départ de Hume, c'est que de toute façon, le scepticisme est impossible. Voilà, c'est bon. On en a parlé pendant plus de 20 siècles, mais en fait, vraiment, je pensais vraiment qu'on peut être sceptique. Donc c'était vraiment ce que disait Hume. Le sceptique est un autre ennemi de la religion qui provoque naturellement l'indignation de tous les théologiens, de tous les grands philosophes, quoiqu'il soit certain que personne n'a jamais rencontré une créature aussi absurde ou conversé avec un homme n'ayant ni opinion, ni principe sur aucun sujet, qu'il porte sur l'action ou sur la spéculation. Et jusqu'où est-il possible de pousser ces principes philosophiques de doute et d'incertitude? Donc vraiment, l'idée de Hume, c'est que de toute façon, le scepticisme n'est pas une philosophie intéressante, parce que la nature humaine est telle que c'est impossible humainement d'être sceptique. Donc finalement, il n'y a pas vraiment besoin d'en discuter tel quel. Alors, il discute différentes formes de scepticisme qui sont courants à son époque. Il parle du doute cartésien, donc le scepticisme de Descartes qui n'était pas un sceptique, et il dit voilà, le doute cartésien en tant que tel, il est ridicule. C'est-à-dire douter de tout, ce n'est pas une bonne méthode, parce que si on doute de tout, on ne peut jamais sortir du doute. Il dit voilà, Descartes pense qu'il peut douter de tout, puis s'en sortir en prouvant l'existence de Dieu et en prouvant que ses facultés de raisonnement, du coup, sont fiables parce qu'elles ont été données par Dieu, et que ses sens sont fiables parce qu'ils ont été donnés par Dieu. Mais Hume dit, mais en fait, à partir du moment où Descartes commence à donner des arguments en faveur de Dieu, il utilise le raisonnement. Donc il suppose que le raisonnement est fiable. Mais il a besoin de prouver l'existence de Dieu pour prouver que le raisonnement est fiable. Donc de toute façon, si vous acceptez le doute cartésien, il n'y a aucune solution de s'en sortir. Ce qu'il faut retenir de Descartes, c'est une version modérée de Descartes. Il dit la chose suivante. Il faut avouer que cette sorte de scepticisme, quand elle est plus modérée, peut être comprise en un sens très raisonnable et qu'elle est une préparation nécessaire à l'étude de la philosophie, en garantissant une impartialité appropriée de nos jugements et en sevrant nos esprits de tous ces préjugés dont nous pouvons nous être imprégnés par l'éducation et les opinions irréfléchies.
Commencer par des principes clairs et évidents par eux-mêmes, avancer d'un pas prudent et assuré, revoir fréquemment nos conclusions et examiner précisément toutes leurs conséquences, quoique de cette façon nous ne puissions faire qu'un progrès lent et peu étendu dans nos systèmes, c'est la seule méthode pour pouvoir jamais espérer parvenir à la vérité et atteindre une stabilité et une certitude appropriées dans nos déterminations. Donc ce que dit Hume, on peut faire du progrès, et ce qu'il faut retenir de Descartes, c'est l'idée que, oui, quand on commence à faire l'enquête scientifique, quand on commence à raisonner, quand on commence à faire de la philosophie, il faut se dire, peut-être qu'effectivement, je dois considérer que les choses que jusque-là j'avais considérées comme certaines, elles ne sont pas si certaines. Il faut que je sois prêt à remettre en doute ce à quoi je croyais vraiment. Mais il ne faut pas que je doute fondamentalement de tout. Il faut que j'arrive à me débarrasser de mes préjugés pour juger, mais il ne faut pas que je doute de mes sens, que je doute de ma raison, que je doute de choses fondamentales. Il faut que je doute plus des théories que j'avais déjà, plus pour Hume. Alors, Hume continue, il dit, comme on a dit, le doute des pyrrhoniens, il est contre nature. Il dit que c'est pas que alors il dit pas que les arguments des pyrrhoniens qu'on a vus sont mauvais, il dit voilà, ce sont de très bons arguments en fait. J'accepte les arguments des pyrrhoniens. Si on suit les arguments des pyrrhoniens, on ne peut rien savoir, effectivement. Mais en fait, on ne peut pas naturellement y croire, donc ces arguments n'ont aucun impact sur la pratique de la connaissance et de la philosophie. Pendant qu'on est dans la classe de philosophie, on peut se dire « Ah mais oui, je ne sais pas que le monde extérieur existe, et je ne sais pas que vous êtes là devant moi. » Mais en vrai, une fois qu'on est sorti et qu'on part faire des courses, on va se comporter comme si le monde extérieur existait, comme si les gens existaient, quoi. Donc ces choses-là n'ont aucune conséquence. Ce sont des arguments philosophiques logiques, mais ils n'ont pas de conséquences pour la vie, et donc il n'est pas besoin d'en parler plus que ça. Ce que Hume accepte, c'est, il dit, voilà, plutôt que le pyrrhonisme, on peut se tourner vers le scepticisme de l'académie, des académiciens, mais il le réinterprète d'une façon qui n'a rien à voir avec le scepticisme des académiciens dans l'Antiquité. Parce qu'encore une fois, le scepticisme des académiciens, c'est encore l'idée qu'on ne peut jamais rien savoir. Et Hume va l'interpréter d'une façon beaucoup plus soft, on va dire. Il dit, voilà, il existe en vérité un scepticisme plus mitigé, une philosophie académique qui peut être à la fois durable et utile, et qui peut en partie être le résultat du pyrrhonisme ou scepticisme extrême, quand ces doutes sans discernement sont dans une certaine mesure corrigés par le sens commun ou la réflexion. C'est-à-dire il faut douter, mais pas trop, il faut garder un peu le bon sens, le sens commun. La plupart des hommes sont naturellement enclins à être affirmatifs et dogmatiques dans leurs opinions, et comme ils ne voient les objets que d'un seul côté et n'ont aucune idée d'un argument qui ferait contrepoids, ils se jettent précipitamment dans les principes pour lesquels ils ont de l'inclination, sans avoir aucune indulgence pour ceux qui entretiennent des sentiments opposés. Hésiter, balancer, embarrassent leur entendement, bloquent leur passion et suspendent leur action. Ils sont donc impatients de se dégager d'un état qui est si gênant pour eux, et ils pensent qu'ils ne pourront jamais s'en éloigner assez que par la violence de leurs affirmations et l'obstination de leurs croyances. Donc là, ce que Hume introduit, c'est une idée assez intéressante, qui peut vous paraître triviale parce qu'elle est assez commune, c'est l'idée que finalement le doute, c'est quelque chose de désagréable. Et que du coup, les gens vont accepter des théories, accepter des affirmations, même s'ils n'ont pas forcément de bonnes raisons de les accepter, juste pour se débarrasser du doute. Et que donc, là où le scepticisme peut être bon, c'est pour nous retenir, pour empêcher cette impulsion, pour nous empêcher de nous jeter sur la première certitude venue sans l'avoir vraiment examinée, juste parce qu'on n'aime pas douter. Alors il faut vraiment voir que du coup, on est aux antipodes de la philosophie antique, parce que je vous rappelle que le but du pyrrhonisme, c'était de rien affirmer, parce que ne rien affirmer, c'était la paix de l'âme. Tandis que ce que dit Hume, et il n'est pas tout seul à cette époque-là, il y a cette idée qu'en fait, non, là, on trouve la paix de l'âme quand on est certain, quand on est vraiment convaincu, et que le doute, par contre, le fait de ne pas affirmer, c'est quelque chose de dérangeant psychologiquement. Donc il y a vraiment cette différence, du coup, entre les sceptiques antiques et les sceptiques plus contemporains. Le sceptique antique, il va dire « je n'affirme rien, je doute, et c'est tranquille », tandis que souvent, le scepticisme contemporain, il va dire « je sais que c'est dur de douter, mais moi, je suis un homme, j'accepte le doute, je ne me jette pas sur la première certitude venue ». Donc vous voyez, le rapport au doute change beaucoup, quoi. Il y a vraiment l'idée que l'homme se jette hors du doute, dans la certitude, parce que le doute est inconfortable. Et donc le sceptique, ce n'est pas celui qui embrasse le doute comme un remède, mais celui qui a le courage d'affronter le doute, d'accepter l'inconfort. Et, très important, dernier point que Hume dit, la source de ce scepticisme plus modéré, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être la conscience du fait que l'esprit humain est faillible. C'est-à-dire, on doit accepter la possibilité qu'on se trompe, on doit accepter la possibilité que ce qu'on pense être certain n'est pas certain, parce qu'il faut avoir conscience que l'esprit humain a des limites. Donc c'est ce que dit Hume. De tels raisonneurs dogmatiques, ceux qui se jettent sur les premières affirmations venues pour ne pas supporter le doute, prendraient-ils conscience des étranges infirmités de l'entendement humain,
même dans son état le plus parfait, quand il est le plus rigoureux et le plus circonspect dans ses déterminations, une telle réflexion leur inspirait naturellement plus de modestie et de réserve et diminuerait l'opinion trop avantageuse qu'ils ont d'eux-mêmes et leurs préjugés contre leurs adversaires. Les gens non instruits peuvent réfléchir sur la tendance des savants qui, au milieu de tous les avantages de l'étude et de la réflexion, demeurent encore couramment défiants dans leur détermination. Et si certains des savants sont inclinés par leur tempérament naturel à la suffisance, à l'obstination, une petite teinture de pyrrhonisme pourrait modérer leur orgueil en leur montrant que le peu d'avantages qu'ils peuvent avoir sur leurs semblables sont peu considérables, si on compare avec la perplexité et la confusion universelle inhérente à la nature humaine. En général, il y a un degré de doute, de circonspection et de modestie qui, dans toutes les sortes d'examens de décision, doit accompagner à jamais un homme qui raisonne de façon correcte. Donc quel est le principe, quel est l'avantage du scepticisme selon Hume? C'est l'idée que le scepticisme, il ne faut pas l'accepter comme une théorie selon laquelle on ne peut rien connaître, mais comme quelque chose qui nous permet de prendre conscience des limites de l'esprit humain. Par exemple, le scepticisme a raison, on ne pourra jamais prouver tout de manière définitive. Il y a des choses qui font qu'on accepte, des points d'écart qui font qu'on accepte. Il y a des arguments pour et contre, et ça, dit Hume, ça doit pas être un obstacle à la connaissance, ça doit être quelque chose qui nous rend humbles et qui nous rend plus disposés à accepter que peut-être on se trompe. Oui. Je ne vais pas trop répondre, mais on est toujours dans la raison de la raison, et c'est un petit peu comme une espèce de vérification de la raison. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la nature humaine cette tendance à faire confiance, et là on sera plus dans les émotions? Alors, ça, on ne va pas en parler. Alors, on ne va pas en parler maintenant, mais il y aura une séance entièrement là-dessus qui va être donnée par Céline, l'idée qu'il faut qu'il y ait un degré de confiance. Les philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles, un peu comme Schermer, dont je vous ai donné le texte à lire, ont cette idée que si vous savez quelque chose juste parce que quelqu'un vous l'a dit, vous ne le savez pas vraiment. Pour le savoir vraiment, il faut que vous l'ayez compris et démontré par vous-même, ce qui est un peu exigeant, on ne va pas se mentir. Hume a justement, dans ce même livre, des pages sur le témoignage, mais son idée, c'est que le témoignage est toujours plus faible que ce que la raison ou l'expérience personnelle nous montre. D'ailleurs, c'est l'argument d'Hume pour dire qu'on ne peut jamais croire à l'existence des miracles si on ne les voit pas soi-même, parce que même si 3000 témoins me disent avoir vu un miracle, d'après Hume, bon, si ce que disent ces témoins vont à l'encontre de mon expérience personnelle, par exemple s'ils m'ont dit qu'ils ont vu l'hostie léviter à travers la pièce, moi, je sais que les hosties, ça ne lévite pas, je connais les règles et les lois de la nature, je les ai observées, et ils auront beau être 3000 à me le dire, le poids du témoignage ne sera jamais suffisant pour contrebalancer le poids de ce que moi j'apprends par ma propre raison. Donc on est vraiment dans un contexte intellectuel où le témoignage n'est pas considéré comme la source première de la connaissance, c'est une source un peu dégradée, mais on va voir que c'est justement un problème, parce qu'en fait la plupart de nos connaissances viennent du témoignage. Mais ça, il y aura toute une séance là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, voilà, donc qu'est-ce que c'est que le scepticisme selon Hume? C'est un instrument pour connaître la vérité, c'est l'utilisation du doute pour connaître la vérité. Le but, c'est de se débarrasser de ses préjugés, de résister à la tentation de juger sans avoir assez d'éléments. Et les moyens, c'est de connaître les faiblesses et les failles de l'esprit humain, et de connaître les bornes de l'esprit humain. Alors, c'est pas exactement la même chose. Les failles et les faiblesses de l'esprit humain, c'est tous les biais qui peuvent vous amener à connaître des erreurs. Et les bornes de l'esprit humain, c'est l'idée qu'il y a des choses qui dépassent notre connaissance, indépendamment de savoir si on est biaisé ou si on fait des erreurs. Et donc, il faut être conscient de ces choses-là pour avancer dans la recherche de la vérité sans faire trop d'erreurs. Et du coup, vous voyez que là, ce n'est pas du tout un scepticisme qui nie la possibilité de la connaissance, c'est un scepticisme qui invite à une sorte de prudence, en disant, voilà, les gens ont trop tendance à se jeter sur des affirmations, et il faut avoir conscience de nos limites, de nos limites en tant qu'humain, de la possibilité de l'erreur, pour être un peu plus humble et essayer de faire justement moins d'erreurs. Donc vous voyez qu'on se rapproche beaucoup plus de quelque chose qui ressemble au scepticisme contemporain, tel qu'on peut le trouver par exemple dans le texte de Schermer. Ça continue, ça devient de pire en pire. Donc si on regarde les occurrences du scepticisme dans l'histoire de la philosophie après ça, on voit des visions encore plus modestes du scepticisme. Alors celle que j'aime le plus, c'est celle-ci, c'est celle qu'on trouve chez Bertrand Russell dans ses essais sceptiques. Il dit voilà, moi j'aimerais proposer à mon lecteur une règle de conduite qui, si elle était suivie, serait complètement subversive. Là vous dites, ouh, qu'est-ce que c'est? Alors la règle qu'il propose, je suis désolé, je n'ai pas le texte français, c'est qu'il ne faut pas, il est indésirable de croire une proposition s'il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas la moindre raison de penser qu'elle est vraie. C'est-à-dire, être sceptique, qu'est-ce que c'est? C'est refuser de croire quand il n'y a pas au moins une raison de croire que c'est vrai. Vous voyez que c'est pas très exigeant, comme ça.
Donc on est vraiment passé de « il faut rien croire » à « s'il vous plaît, attendez au moins d'avoir une raison avant de croire quelque chose ». Donc je ne sais pas si c'est la confiance en l'humanité qui baisse au fur et à mesure de l'histoire. Alors on verra que c'est peut-être quelque part un peu le cas. Mais donc Russell est vraiment persuadé que si les gens faisaient ça, le monde serait transformé. Hein. Ça changerait la vie politique, ça mettrait fin à beaucoup de religions, de superstitions, de trucs comme ça. Rien que si on suivait cette petite règle-là, et du coup l'idée vraiment qui est derrière ça, c'est qu'il y a vraiment une envie chez les gens de croire des choses sans raison. C'est quand même une thèse assez forte en fait. Si vous pensez qu'effectivement le scepticisme, il y a besoin de défendre le scepticisme au sens très modeste de « attendez d'avoir une raison pour croire quelque chose », c'est vous supposez, et on voyait que c'était déjà chez Hume, que les gens ont envie de croire des choses sans raison. Vous voyez un peu l'idée? Donc, le scepticisme, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose qui lutte contre la possibilité de la connaissance. Russell ne nie pas la possibilité de la connaissance, Hume non plus. C'est quelque chose qui nie contre une certaine tendance humaine à accepter des choses sans raison. Après, il faut encore qualifier cette tendance. Alors du coup, c'est ce qu'on verra, parce que si le scepticisme, c'est l'idée qu'il y a une tendance humaine à accepter les choses sans avoir de raison de les accepter, ou sans avoir de raison suffisante de les accepter, il faut trouver l'origine de cette tendance. Alors, une réponse intéressante, c'est, en fait, peut-être que c'est parce qu'on a naturellement tendance à faire confiance aux autres qu'on croit les choses sans raison. Ça, c'est la crédulité. Et donc ça, c'est quelque chose dont Céline parlera dans la séance selon laquelle il faut penser par soi-même. Oui. Ouais. C'est pas sans cause, on croit toujours des choses avec une cause. Oui. Alors, je précise, ça ne veut dire pas que les croyances viennent de nulle part, croire sans raison. C'est-à-dire croire sans raison qui justifie la raison. Parce que imaginez par exemple, vous décidez de croire quelque chose parce que ça vous fait plaisir de le croire, vous pourriez dire vous avez une raison de le croire. Vous le croyez parce que ça vous fait plaisir, mais ce n'est pas ce genre de raison-là dont on parle. On parle d'arguments qui augmentent la plausibilité de ce que vous croyez. Le fait que ça vous soit agréable pour vous de le croire n'augmente pas sa plausibilité. Donc oui, vous avez raison. Il faut préciser, dans le sens pas de raison épistémique, de choses qui rendent ça plus vraisemblable. Mais on croit toujours pour quelque chose. Enfin, il y a toujours quelque chose qui explique la croyance. Une autre chose dont on parlera, c'est qu'il y en a certains qui vont trouver cette tendance à vouloir croire des choses dans les biais cognitifs et les raisonnements fallacieux. On aura une séance là-dessus. Et quelque chose dont on ne parlera pas trop, parce qu'on l'a vu chez Hume, c'est l'idée qu'on trouve aussi beaucoup chez pas mal de psychologues ou de philosophes, c'est l'idée qu'il y a un inconfort à ne pas avoir de réponse à certaines questions, et donc on croit sans raison pour résoudre cet inconfort. Donc les psychologues appellent ça le need for cognitive closure, c'est l'idée qu'on a besoin de compléter le système, de ne pas laisser de trous dans notre image du monde, c'est plus confortable. Donc on va croire des trucs même si on n'a pas beaucoup de raisons, parce que ça permet de remplir le puzzle et de ne pas laisser de vide. Et donc dans cette optique-là, le scepticisme, ce serait avant tout une forme de tempérance intellectuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est être sceptique? C'est réfréner l'envie qu'a l'esprit humain d'accepter des croyances, alors qu'il n'y a pas de bonne raison de les accepter. Alors la question justement maintenant, c'est comment exactement est-ce qu'on passe du scepticisme antique à ce scepticisme plus moderne, on va dire, plus contemporain? Parce que là je vous ai dit, voilà, jusqu'au XVIIe siècle, le scepticisme c'est ne rien croire, et à partir du XVIIIe c'est il faut résister à la tentation de croire des choses sans raison. On change quand même. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'en fait, probablement que le scepticisme contemporain qu'on définit comme ça, il n'a aucun rapport direct avec le scepticisme antique en fait. Son origine, il va falloir la trouver dans les discussions sur la nature de la méthode scientifique au XVIIe et au XVIIIe siècle en fait. Le scepticisme contemporain, il ne vient pas du scepticisme, il vient des discussions sur l'empirisme en fait. Ça c'est la thèse que je vais défendre dans le cours sur la méthode scientifique qu'on va donner dans quelques minutes. Alors juste avant de passer, je voulais juste parler d'une certaine notion, c'est que justement, comme le scepticisme contemporain, on a vraiment l'impression qu'il est défini comme cette tendance à résister à l'envie de croire sans raison, il y a quand même un travers, ce que je considère un travers dans le scepticisme contemporain, dans le scepticisme non académique, c'est finalement de dire que le contraire de scepticisme, c'est la croyance. L'idée que d'un côté, il y a le scepticisme, de l'autre, là, il y a la croyance, d'un côté, il y a les sceptiques. Les ennemis des sceptiques, qu'est-ce que c'est? C'est les croyants. C'est un vocabulaire que vous retrouvez souvent, une division comme ça. Et donc, c'est un bon exemple. On avait parlé d'ingénierie conceptuelle il y a quelques cours, avec l'idée, vous savez, on pouvait introduire des concepts ou des divisions conceptuelles qui permettent aux gens de mieux penser, mais il est aussi possible d'introduire des divisions conceptuelles qui permettent aux gens de moins bien penser. Et je pense que ça, c'est un cas particulier, c'est que dans beaucoup de mouvements sceptiques, on a un peu cette idée qu'il y a deux choses dans la vie. Il y a soit la connaissance d'un côté, et ça c'est rationnel, quoi, et l'autre, il y a la croyance, c'est irrationnel. Puis il faut choisir son camp, quoi. Soit on est rationnel et on sait les trucs, soit on est irrationnel et on croit des trucs.
Il y a vraiment l'idée que la croyance et la connaissance, ce sont deux espèces complètement différentes, qui n'ont pas de point d'intersection, hein, qui sont ces deux états d'esprit différents. Il y a les gens rationnels, ils sont dans la connaissance, la pure lumière de la connaissance, et puis il y a les gens irrationnels, ils sont dans la croyance. Et ça, c'est un vocabulaire qu'on trouve, hein, par exemple, là vous avez un « Pourquoi croit-on ? Psychologie des croyances » qui est écrit par un psychologue qui est assez proche des milieux sceptiques. Puis la croyance, ça veut juste dire la croyance irrationnelle. Alors pour lui, ça implique tout, depuis les superstitions jusqu'à la religion, jusqu'à la croyance au libre arbitre, c'est un peu tous les trucs qu'il n'aime pas, en fait. C'est la croyance, quoi. Cette division, elle est un peu bizarre, parce que, en fait, si vous réfléchissez, conceptuellement, ça ne fait pas de sens de juste diviser le monde entre la connaissance et la croyance. Où la connaissance, ce serait le truc rationnel, et la croyance, ce serait le truc irrationnel. Par exemple, imaginons que... il y a plein de théories scientifiques qui se sont révélées fausses au bout d'un moment, mais il y avait beaucoup de raisons de les considérer vraies à ce moment-là. Par exemple, au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était au milieu du système solaire, je ne vais pas y revenir, mais il y avait des vraiment super bonnes raisons d'y croire, en fait. Il y avait de très très bons arguments. Est-ce qu'il faut dire que ces gens-là, ils étaient dans la croyance? On ne peut pas dire qu'ils étaient dans la connaissance, parce que ce n'est pas une connaissance que la Terre est au milieu du système solaire, quoi. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils sont dans la croyance, que c'était vraiment des gens dans l'irrationalité? C'est bizarre. De la même façon, il y a plein de choses qui sont pas de la connaissance, mais qui ne sont pas des croyances irrationnelles non plus. Si par exemple, vous rentrez chez vous et que vous voyez que la plupart de vos meubles ont disparu, vous allez croire qu'on vous a cambriolé. Alors il se trouve qu'en fait, c'est un membre de votre famille qui vous a fait une blague pour vous faire croire que vous avez été cambriolé. Dans ce cas-là, vous avez eu la croyance que vous avez été cambriolé, mais cette croyance, elle n'a rien d'irrationnel. C'est un peu l'explication la plus logique, quoi. Donc si vous divisez le monde entre croyances irrationnelles et connaissances rationnelles, vous êtes dans une vision du monde qui ne permet pas de rendre compte de ces cas-là, en fait. Il y a plein de cas de croyances qui ne sont pas des connaissances, mais qui sont quand même très raisonnables et rationnelles. À moins que vous ne soyez pas d'accord, mais... et pourquoi je dis que c'est un problème? Parce que, il y a un moment, moi je m'intéressais beaucoup aux preuves d'existence de Dieu, aux débats sur l'existence de Dieu, et comme j'avais besoin de gens qui croyaient en Dieu pour des expériences de psycho, j'ai passé beaucoup de temps à les recruter sur des forums de discussion religieuse. Et quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on retrouvait une espèce là-bas, justement, d'athées qui sont proches des mouvements sceptiques, et c'est des gens qui allaient vous défendre pendant des pages que non, l'athéisme n'est pas une croyance. Alors c'est bizarre, parce que techniquement, si on regarde l'histoire de la philosophie, il y a une division qui est assez claire. C'est vous êtes déiste, vous croyez à l'existence de Dieu. Vous êtes agnostique, vous ne croyez ni que Dieu existe, ni qu'il n'existe pas. Et vous êtes athée, c'est que vous pensez que Dieu n'existe pas. En tout cas, moi, la plupart des athées se renoncent comme ça. Mais l'idée, c'est que justement, comme c'est des gens qui baignent dans cette division-là, pour eux, le mot croyance est devenu sens d'irrationalité, en fait. Donc c'est des athées qui refusent de dire qu'ils croient que Dieu n'existe pas. Parce que ça voudrait dire qu'ils croient. Et la croyance, c'est irrationnel. Vous voyez un peu le problème? Donc vous avez des associations athées, là vous avez l'association belge des athées, ils ont une page où ils vous expliquent, mais non, l'athéisme, c'est pas du tout une croyance. C'est juste des gens qui ont regardé les arguments en faveur de la croyance pour Dieu, et puis ils ont dit que ces arguments n'étaient pas suffisants. Du coup, c'est de l'agnosticisme. Non, c'est de l'athéisme. Donc vous voyez qu'en fait, si vous opposez la croyance et la connaissance de cette façon-là, vous arrivez à des cas où vous ne pouvez même plus penser l'existence de l'athéisme différemment de l'agnosticisme. Ce qui, moi, me chafouine un peu, parce que je suis méga athée turbo-rationnel. Mais voilà, je suis très, très vexé qu'on nie mon existence, parce que moi, je suis tout à fait persuadé que Dieu n'existe pas. J'y crois à fond. Et je veux dire, oui, voilà, moi, j'y crois. C'est pas un problème. Et vous voyez que le problème vient du fait qu'ils utilisent le mot croyance comme truc irrationnel, donc ils ne peuvent pas dire... C'est-à-dire, c'est des gens-là, ils ne peuvent même pas dire quelque chose comme « je crois que les faits n'existent pas » ou « je crois que Odin n'existe pas » parce que c'est de la croyance, ce serait moche, quoi. Donc pour eux, il faut que ça soit juste une absence de croyance. Et vous voyez que du coup, on tombe... Et ça, c'est vraiment un truc qui continue encore aujourd'hui, parce que moi, je vous parlais de ça, j'ai découvert ça, c'était il y a 20 ans. Il y a encore des gens qui font des vidéos fleuves, ou des textes fleuves pour leur expliquer « oui, non, ils sont athées, mais ils n'ont pas de croyance. » Mais ils ne sont pas agnostiques non plus, c'est un peu différent. Mais bon... Alors justement, pour redresser un peu, c'est quoi la croyance? En fait, il y a plusieurs façons de faire la distinction entre croyance et connaissance dans la philosophie, donc je les présente vite fait pour qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire qu'on va employer dans les séances à venir. Dans la philosophie contemporaine, il y a une façon d'expliquer le lien entre croyance et connaissance qui, je pense, est le meilleur. C'est que si vous connaissez quelque chose, si vous savez quelque chose, vous y croyez aussi. Si vous savez que 2 plus 2 égale 4, vous croyez que 2 plus 2 égale 4. Si vous savez que vous êtes dans cette salle, vous croyez que vous êtes dans cette salle. Parce que croire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire penser que le monde est d'une certaine façon. Vous voyez un peu l'idée.
Alors si vous n'aimez pas croire, vous pouvez dire qu'en fait c'est ce qu'on dit quand on pense. Voilà, moi je pense que 2 plus 2 égale 4. Voilà, ça veut dire que je considère que c'est vrai que 2 plus 2 égale 4. Et dans la philosophie contemporaine, on considère qu'on peut avoir des croyances qui sont tout à fait irrationnelles. Vous pouvez croire contre toutes les bonnes raisons. Par exemple, vous pouvez avoir... tout le monde peut vous dire que vous êtes nul. Et vous continuez à croire que vous êtes très très bon parce que vous avez une confiance en soi très très profonde. Et là, votre croyance, elle est peut-être un peu irrationnelle, peut-être bonne pour vous, hein, c'est pas la question, mais elle est clairement irrationnelle puisque tout le feedback qu'on vous donne vous dit non, vous êtes vraiment nul, mais vous êtes là, non mais je suis très très bon. C'est une croyance irrationnelle. Vous pouvez avoir des croyances qui sont ni rationnelles ni irrationnelles dans le sens où il n'y a pas vraiment de raison plus dans un sens que dans l'autre. Puis vous allez avoir des croyances très très rationnelles. Donc par exemple, si je rentre chez moi et qu'effectivement tous les meubles ont disparu, je crois que j'ai été cambriolé. Et c'est parce que j'ai des bonnes raisons de croire ça. De la même façon, si je crois que 2 plus 2 égale 4, j'ai peut-être des bonnes raisons de croire ça. Ou si je crois que vous êtes là en ce moment dans la salle, j'ai peut-être des bonnes raisons de croire ça. Donc ces croyances, elles sont purement rationnelles. Et qu'est-ce que c'est la connaissance? C'est un certain sous-ensemble de la croyance. C'est les croyances qui ont un certain ensemble de propriétés sur lesquelles les philosophes ne sont pas d'accord. Mais on peut dire par exemple une connaissance, c'est une croyance qui est vraie déjà, ça c'est bien, mais qui est aussi justifiée, pour laquelle on a des bonnes raisons, qui est vrai pas par accident, c'est-à-dire vous n'êtes pas complètement au pif, vous n'avez pas raison complètement au pif, mais pour de bonnes raisons, etc. Dans ce cas-là, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'opposition entre croyance et connaissance, hein. C'est l'idée que la connaissance est juste un type particulier de croyance, les croyances vraies et rationnelles, si vous voulez, par exemple. Alors souvent, quand on dit ça, il y a des objections qui sont oui, mais en général, par exemple, quand on dit « je crois », si je dis « je crois qu'il pleut dehors », ça veut dire que je ne le sais pas. Hein. Donc ça montre bien que la connaissance et la croyance sont opposées. Mais là, en général, c'est qu'il faut distinguer le sens des mots et la façon dont les gens interprètent vos phrases. L'idée, c'est que si j'étais complètement sûr qu'il pleuve dehors, je dirais juste qu'il pleut dehors. Donc si je dis « je crois », en général, c'est pour indiquer que je ne suis pas sûr, en fait. Mais ça ne veut pas dire que la croyance, ce n'est pas la catégorie supérieure dans laquelle la connaissance est. Par exemple, imaginez que je dois vous décrire une forme, et je vous dis, voilà, là je suis en train de regarder une forme, c'est un losange, ok? Et que vous regardez la forme, et en fait vous voyez que c'est un carré. Vous allez me dire, mais enfin, tu aurais quand même pu me dire que c'était un carré, quoi. Pourquoi tu allais me dire que c'était un losange? Parce que l'idée, c'est que si je dis losange, ça implique que c'est pas un carré, parce que ça aurait été plus pratique de dire carré, vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que les carrés ne sont pas des losanges. De la même façon, si je dis que je crois, c'est pour indiquer que je ne sais pas. Mais ça n'implique pas que la connaissance n'est pas un sous-ensemble de la croyance. Vous voyez un peu l'analogie? Donc c'est juste que dans la vie de tous les jours, si on prend la peine de dire qu'on croit quelque chose, c'est pour préciser qu'on ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire que la connaissance n'est pas une forme de croyance. Alors il y a d'autres conceptions de la croyance en philosophie dont je parle très vite parce qu'elles sont populaires. Donc celles-là, elles ne sont pas plus populaires en France parce que c'est une marotte des profs de philo. C'est l'idée que, par exemple, en général, dans le cours de philo, vous voyez la définition que Kant donne de la croyance, et là c'est un peu particulier. Kant a cette idée qu'il faut déjà distinguer les types de questions auxquelles on pourra répondre un jour de celles qui dépassent la connaissance de l'esprit humain pour toujours, éternellement. Donc, par exemple, il pense que l'immortalité de l'âme ou l'existence de Dieu, c'est des choses qu'on ne pourra jamais savoir. On n'aura jamais assez d'éléments pour trancher. Et donc, croyance, il le réserve uniquement pour ces choses-là qui dépassent, pour lesquelles on n'aura jamais aucun argument pour ou contre, en fait. Aucun bon argument pour ou contre, donc on est dans l'indifférence totale. C'est juste à nous de choisir si on croit ou pas. Donc lui, il garde croyance juste pour ça. Et après, pour les choses qu'on peut savoir, il distingue la connaissance, qui est fondée sur des preuves et qui est vraie, de la simple opinion, en fait. Voilà. Mais vous voyez que si on définit croyance comme ça, on ne peut pas juste définir le scepticisme comme s'opposer à la croyance. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles le scepticisme s'oppose qui ne sont pas de la croyance en ce sens-là. Par exemple, si vous pensez que les cristaux magiques guérissent du cancer, c'est quelque chose que vous pouvez tester, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui dépasse la connaissance humaine. Vous pouvez juste faire un protocole pour tester si les gens qui utilisent les cristaux magiques guérissent mieux du cancer. Donc, vu que le scepticisme s'oppose à ce genre de croyance, il ne s'oppose pas juste à la croyance au sens kantien. Et finalement, pour partir, il y a des débats maintenant sur l'idée que finalement, croyance, c'est peut-être une catégorie trop simple et qu'en fait, il y a plusieurs types de croyances. Il y a plusieurs types d'états psychologiques différents qu'on appelle croyances. Ça, c'est un débat qui date d'il y a une dizaine d'années, beaucoup en psychologie et en philosophie. Et j'en parle assez vite parce que c'est important pour un point. Donc si vous voulez voir plus, vous pouvez lire ce livre assez récent qui s'appelle « Croiver. Pourquoi la croyance n'est pas ce qu'on croit », où l'auteur essaye de distinguer la croyance de la croyance, en disant que c'est deux choses différentes. Alors pourquoi est-ce que certains psychologues et philosophes pensent que la croyance, ça n'est pas une chose unifiée? Il y a certains indices qui supposent que toutes les croyances ne se comportent pas de la même façon. Déjà, par exemple, vous avez remarqué que beaucoup de philosophes dont on a parlé jusqu'ici, ils parlent un peu comme si vous choisissiez de croire.
Ils disent, voilà, il faut croire quand vous faites ça, il ne faut pas croire quand il y a ça, il faut faire le bon choix, il faut décider de croire. Mais il y a des philosophes qui pensent qu'on ne fait jamais aucune décision. Par exemple, Hume, c'est quelqu'un qui pense, qui ne vous dira jamais « il faut croire » ou « il ne faut pas croire », parce que ce n'est pas vous qui décidez si vous croyez ou pas. Hume, il vous dira « voilà, vous voyez qu'il y a quelqu'un ici, vous croyez qu'il y a quelqu'un ici, vous ne faites pas « finalement, je vais choisir de ne pas croire qu'il y a quelqu'un ici ». Descartes, lui, pense que je peux faire ça. Il peut se dire « non, mais là, je suspends mon jugement, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici ». Et d'une certaine façon, les deux trucs ont l'air vrais. C'est ça que disent certains philosophes. C'est vrai qu'il y a certaines croyances qui ont l'air de se former automatiquement sans qu'on ait le choix, quoi. Si j'ouvre le frigo et que je vois qu'il n'y a rien dedans, bah je vais croire qu'il n'y a rien dans le frigo, quoi. Je ne vais pas me dire, non mais attends, je vais choisir de croire autre chose, quoi. Mais en même temps, c'est vrai que par exemple, si on réfléchit à des choses plus abstraites, par exemple, si on veut savoir si un théorème est bien prouvé, on peut essayer d'aller vérifier la preuve, on peut se dire, là, bon, là j'ai assez vérifié, j'y crois, quoi. Ça a l'air d'être plus une décision. Donc il y a l'air déjà d'avoir deux états mentaux un peu différents. Certains disent, voilà, ben, les croyances, ça semble sensible aux raisons. Si je pense qu'il y a quelque chose dans le frigo, que j'ouvre le frigo et que je vois qu'en fait il n'y a plus rien parce que les enfants ont tout fini et n'ont pas fait les courses, ben, je révise mon jugement en me disant, ben voilà, le frigo est vide, il faut que j'aille faire les courses. Mais en même temps, il y a d'autres types de croyances qui ont l'air beaucoup plus difficiles à bouger. Hein. Donc là, il y a beaucoup l'idée que les croyances politiques ou religieuses sont beaucoup moins sensibles aux contre-arguments. Et un dernier argument qui est donné, c'est qu'il y a certaines croyances qui ont effectivement beaucoup qui ont un lien direct à l'action, et d'autres qui semblent très déconnectées de l'action et des émotions en général. Donc par exemple, c'est l'idée que si je vois qu'il y a un très gros tigre dangereux devant moi, je vais m'enfuir. Hein, parce que là, je vois qu'il y a un tigre, donc je vais m'enfuir. Directement, l'action est enclenchée. Mais il y a certaines croyances qui semblent avoir très peu d'effet. Par exemple, il y a toujours ce paradoxe avec l'idée classique, c'est les médecins qui fument beaucoup, par exemple. Donc le médecin, il est très au courant que c'est pas très bon de fumer, donc il le sait, hein, il le croit même, parce que puisque s'il le sait, il le croit, hein, vous voyez le truc. Et en même temps, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'impact sur son comportement. Ou de la même façon, vous pouvez penser que ce serait mieux, vous savez que ce serait mieux pour vous de faire tant de sport par jour, etc., mais ça ne vous motive pas plus que ça, etc. Donc, l'idée, c'est qu'il y a différentes croyances ont différentes propriétés, et donc certains philosophes disent, voilà, en fait, toutes ces choses qu'on appelle croyances, ils ont des états, ce sont des choses un petit peu différentes. Je ne vais pas rentrer dans le cadre, mais c'est quelque chose qui a beaucoup été discuté dans le cadre de la croyance religieuse, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui défendent l'idée que la croyance religieuse, pour beaucoup de gens, c'est une croyance, mais peut-être pas au même sens que la croyance qu'il n'y a rien dans le frigo, ou que vous êtes là maintenant, vous voyez. Dans le sens où ça n'a pas l'air aussi bien connecté à l'action, ça n'a pas l'air aussi sensible aux évidences, et ça a l'air d'être quelque chose qui fait plus partie parfois d'un choix. Hein. Dans beaucoup de religions, il y a l'idée que vous pouvez vous convertir, vous avez le choix de la conversion, etc. Et que du coup, ce ne serait pas exactement le même type d'attitude dont on parle. Donc peut-être que là, il faut distinguer deux types de croyances, mais même dans ces cas-là, bon, on ne peut quand même pas définir le scepticisme uniquement comme l'opposition à la croyance dans l'un des deux sens, quoi. Parce que si le scepticisme c'est s'opposer à la croyance dans le sens où c'est quelque chose de plus abstrait, de plus distant, il y a possibilité que beaucoup de théories scientifiques, on y croit de cette façon-là, quoi. Hein, par exemple, le réchauffement climatique, vous y croyez peut-être, parce que vous avez les preuves scientifiques, mais peut-être que ça n'a pas beaucoup d'impact sur vos vies, finalement. Et peut-être que vous avez choisi d'y croire sur la base de preuves. Peut-être que ça ne fait pas partie des croyances les plus fondamentales. Donc ce serait aussi une croyance dans ce sens un peu distant pour ces psychologues-là. Donc en fait, bon, l'idée de... Tout ce que je veux dire, c'est que croyance, c'est une façon qu'on peut définir de plusieurs façons, mais aucune des façons de les définir ne permet de dire, voilà, la croyance c'est mal, et le scepticisme, ça doit être de s'opposer à la croyance. Hein. Parce que on tombe jamais sur cette idée que tout ce que rejette le scepticisme est de la croyance, et tout ce qui est de la croyance doit être rejeté par le scepticisme. Et donc en fait, qu'est-ce qui nous reste ? Pour savoir ce que c'est le scepticisme, il va falloir savoir ce que c'est la méthode scientifique, parce qu'en général, ils disent quelles sont les croyances qu'il faut rejeter. C'est les croyances qui ne sont pas fondées. Et qu'est-ce que ça veut dire fondées, mais qui ne survivent pas à l'examen par la méthode scientifique. Et du coup, on va passer à la question de savoir ce qu'est la méthode scientifique. Et donc c'est ce dont on va parler cette semaine, mais aussi la semaine prochaine. Donc comme je vous dis, je pense que je recommence par les trivialités, je pense qu'on a vu assez souvent que l'esprit critique est beaucoup défini en lien avec la méthode scientifique. Il y a un peu cette idée que l'esprit critique, c'est la méthode scientifique appliquée aux questions de la vie de tous les jours. Hein. Le scientifique, il utilise les méthodes scientifiques dans le labo, mais on peut utiliser la méthode scientifique dans la vie de tous les jours pour faire des décisions, des choix. On a vu aussi que le bon scepticisme, c'est défini comme étant, il y a les mauvais scepticismes, mais nous on est scepticisme scientifique, donc le bon scepticisme, c'est celui qui suit la méthode scientifique. Et ça suppose de savoir ce que c'est cette méthode scientifique en fait. C'est quoi la méthode scientifique ?
Et du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va encore faire un plongeon historique, parce que justement, pour comprendre comment on passe du scepticisme du XVIIe siècle, qui est encore très pyrrhonien, au scepticisme du XVIIIe siècle, qui est beaucoup plus modeste, il faut regarder les débats qu'il y a eu à l'époque sur qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique. Et on va aussi voir les débats un peu plus tardifs. Donc l'objectif, il est double. Là, dans cette séance, on va se concentrer sur les débats sur la méthode scientifique au XVIIe et XVIIIe siècle, parce que ça explique la conception contemporaine du scepticisme, comment cette conception est apparue et a remplacé la conception très radicale où il faut douter de tout. Mais surtout, cette semaine et surtout la semaine suivante, on va se dire, voilà, une fois qu'on voit ces différentes conceptions de la méthode scientifique qui ont été défendues à travers l'histoire, si on essaie de les traduire en esprit critique, quelle conception d'esprit critique ça nous donne? Et on va voir que, comme il y a des conceptions très différentes de ce qu'est la méthode scientifique, on peut avoir des conceptions très différentes de ce qu'est l'esprit critique, si l'esprit critique c'est juste l'application de la méthode scientifique à la vie de tous les jours. Et des fois, ça va donner des choses très très différentes. On va voir très tôt dans l'histoire, il y a des conceptions très différentes de comment il faut être critique. Donc je remonte dans le temps, on va faire une histoire des débats sur la méthode scientifique. Et alors, bon, déjà je vais parler de façon très anachronique, car là je vais parler de débats sur la méthode scientifique au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais je le répète encore une fois, la science, ça n'existe pas au XVIIe et au XVIIIe siècle, dans le sens où le terme science n'est pas utilisé pour désigner des activités. Aujourd'hui, quand on dit la science, on parle d'une activité qui est faite par des personnes, les scientifiques. On fait de la science, et la science nous dit des choses. Il y a les conclusions de la science, les résultats de la science. Donc la science est une activité. Mais ce sens de la science comme activité, il apparaît principalement au XIXe siècle, dans le contexte de la révolution industrielle, par exemple. Et il y a un mot pour science au XVIIe ou au XVIIIe siècle, c'est scientia. Mais l'idée, c'est que la scientia, ce n'est pas une activité, c'est une vérité absolument certaine. Qu'est-ce qui mérite le nom de scientia? C'est une vérité absolument certaine. Donc, par exemple, pour les philosophes du XVIIe et XVIIIe siècle, par exemple, l'histoire ne donne pas de scientia, parce que les connaissances qu'on a à travers l'histoire par les des documents, elles ne sont pas certaines. Le modèle de certains, c'est les mathématiques. C'est ça la scientia. C'est les vérités qui sont tellement démontrables qu'on ne peut pas en douter. Mais, donc, il y a quand même des choses qui ressemblent à ce qu'on appelle de la science, c'est juste qu'on n'appelle pas ça de la science. L'activité qu'on appelle la science aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la philosophie naturelle à l'époque, c'est l'étude de la nature par les philosophes. Et donc ce qu'on appelle des scientifiques aujourd'hui, ça s'appelle des philosophes à l'époque. J'ai déjà dit, par exemple, Newton se qualifie de philosophe. Les livres de Newton, c'est philosophie naturelle. Comme la séparation entre les philosophes d'un côté et la science de l'autre, elle va se faire surtout au XIXe siècle, mais on va voir qu'elle se prépare du coup dans ces débats-là, avec l'histoire qu'il y a de la bonne philosophie et de la mauvaise philosophie. La bonne philosophie va devenir la science, et la mauvaise philosophie va devenir la philosophie. Comme ça c'est fait. Ah, mais c'est vraiment comme ça, je n'y peux rien, je ne fais pas les règles. Oui. Alors, je ne dirais pas ça, parce qu'on va voir que justement, dans les conceptions contemporaines de la science, il y a beaucoup cette idée que la vérité que donne la science n'est que provisoire, n'est pas absolue en fait, elle est toujours révisable. Pour beaucoup de scientifiques, ça fait un peu partie de leur image de comment fonctionne la science, l'idée que tout est potentiellement révisable. Alors on va voir pourquoi, mais en gros, pour vendre le truc, parce qu'on en parlera pas la semaine prochaine, c'est que jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, il y a encore l'idée que la science donne des choses assez indubitables, et au XXe siècle, il va y avoir un problème, c'est qu'on va abandonner la théorie de Newton quand même, pour la remplacer par celle d'Einstein. Et la théorie de Newton, je le dis encore une fois, parce que je l'ai répété 10 000 fois partout, mais c'est considéré comme vraiment le top du top, quoi. Mais alors si même le top du top peut se révéler être faux, vous voyez que ça change beaucoup la conception qu'ont les scientifiques de leur activité. Même si le truc était l'exemple suprême de la science, finalement peut être remplacé par une théorie meilleure, ça amène à une conception de la science où on est toujours en flux, en fait. On s'approche peu à peu de la vérité, mais on n'est pas jamais sur de la vérité certaine et absolue. Donc même le terme moderne de science n'avale pas le terme ancien, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de scientifiques acceptent l'idée que les vérités scientifiques sont démontrées au-delà de tout doute de façon absolue. Vous voyez? Parce que ça... Mais ça fait partie du truc pendant un moment, par contre. Beaucoup de philosophes du XVIIe, XVIIIe et du XIXe en partie considèrent que les théories scientifiques sont des vérités absolues, ce qui pose des problèmes justement, parce que comment quelque chose qui est démontré empiriquement peut être une vérité absolue? C'est toutes les questions que se posent les philosophes. Donc le contexte dans lequel vont émerger les discussions sur la méthode scientifique, c'est le contexte de la révolution scientifique. Donc la révolution scientifique, c'est une période qui s'étire du XVIe au XVIIIe siècle et qu'un certain nombre d'historiens s'accordent à appeler révolution scientifique parce que c'est censé être l'émergence de la science moderne. Ce qui est sûr, c'est que la connaissance scientifique du monde va énormément s'accélérer à partir du XVIIe, XVIIIe jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment exponentiel, la somme des connaissances scientifiques. Si vous faites la somme, la façon dont ça progresse à travers l'histoire, c'est juste paf, quoi, hein, du point de vue de l'histoire de l'humanité.
Donc l'idée, c'est que le point de départ, c'est la révolution scientifique. Et ce qui est intéressant, c'est que la révolution scientifique, c'est un nom qu'on donne a posteriori à cette période. Mais si vous regardez les acteurs de cette période, les philosophes qui sont impliqués dedans, ils ont le sentiment qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors peut-être que vous allez me dire que tous les gens à toutes les époques ont le sentiment qu'ils sont en train de vivre à une époque cruciale, mais en tout cas, ils ont le sentiment de vivre à une époque cruciale, ils ont le sentiment qu'il se passe quelque chose, que la science à papa, la philosophie, la vieille philosophie, c'est mort, on est sur un truc nouveau qui va marcher, et, parce qu'il y a un certain nombre de découvertes dont je vais parler, et ce que cherchent les philosophes, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que maintenant on est si bon alors qu'avant c'était si pas bon, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on est vachement meilleur? Et la réponse que vont donner plusieurs philosophes, c'est que l'idée que maintenant on a une méthode. C'est là que naît l'histoire, c'est là que naît vraiment l'idée que la science, elle se définit par sa méthode. On a une façon de faire, c'est ça une méthode, c'est une recette, un ensemble de procédés qui permettent d'atteindre la vérité, tandis qu'avant, ils faisaient quand même un peu ça au pif. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Descartes, chez Bacon, cette idée qu'avant, les gens ont trouvé des trucs, ils ont trouvé que la Terre était ronde dans l'Antiquité, il y a eu la poussée d'Archimède, mais ils ont trouvé ça un peu comme si quelqu'un qui se promènerait au hasard tomberait au hasard sur un truc, quoi. C'est vraiment la métaphore qu'utilise Descartes, tandis que lui, Descartes, il sait quel est le chemin, quoi. Il ne va pas au hasard. Alors, pourquoi est-ce que c'est une époque de révolution scientifique? Qu'est-ce qui change beaucoup? Alors, pour le dire très vite, parce que c'est quelque chose que je pense beaucoup de gens connaissent ici, c'est que quand on termine le Moyen-Âge et qu'on arrive dans la Renaissance, la vision dominante du monde, c'est une vision qui est héritée plus ou moins d'Aristote et de Ptolémée, c'est l'idée qu'on vit dans un univers qui est clos, qui est fini, avec la Terre au milieu, les différentes planètes qui tournent autour, et puis les étoiles qui sont sur la voûte céleste qui entoure le cosmos. Ce modèle, il permet de faire de bonnes prédictions, donc les gens observent. Alors, on va voir que c'est une mythologie qui naît au XVIIe, XVIIIe siècle pour des raisons, mais les gens observaient, faisaient des observations scientifiques au Moyen-Âge. Ils ne lisaient pas juste Aristote en disant « Aristote a dit ça, c'est vrai ». Non. Donc ils observaient les planètes et ils utilisaient ces modèles pour prédire la trajectoire des planètes. Mais le problème, c'est qu'ils héritent de l'Antiquité un préjugé qui est que le cercle, c'est la forme la plus parfaite. Donc forcément, les planètes doivent se tourner en forme de cercle autour de la Terre. Et il se trouve que c'est pas exactement ce qu'on voit, parce que des fois, une planète dans le ciel va faire ça, puis elle va repartir en arrière, par exemple Mars, puis elle va repartir comme ça. Donc, la façon qu'avaient trouvé les astronomes pour affiner leur modèle, pour permettre de faire de meilleures prédictions, c'est de considérer que les planètes tournaient sur des ronds qui tournaient eux-mêmes sur des ronds. Imaginez un peu voir une roue de vélo, par exemple. Si vous mettez quelque chose... Imaginez des lumières sur une roue de vélo la nuit, et que vous regardez la lumière dans le noir, elle ne va pas faire des ronds, mais elle va faire quelque chose un peu comme ça. Parce qu'elle tourne en avançant, etc. Et donc on peut corriger le modèle, et il est un peu meilleur comme ça, mais on ne va pas se mentir, c'est un peu moche quand même. C'est le modèle dominant, et il va être remis en cause en plusieurs étapes. La première étape, c'est Copernic, vous avez sûrement entendu, XVIe siècle, qui propose un modèle héliocentrique, dans lequel il faut mettre le Soleil au centre du cosmos. Et les gens ne vont pas massivement accepter son modèle. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont obscurantistes? Non, c'est juste que son modèle, il est tout pourri, il faut le dire. Parce que lui aussi, il met le Soleil au centre du système solaire, mais ses orbites, elles sont circulaires. Donc si vous faites tourner les planètes en rond autour du Soleil, vous n'avez pas quelque chose qui correspond aux observations non plus, en fait. Donc vous voyez que les gens ne sont pas complètement convaincus. Oui? À l'œil nu, sans déconner. Non, mais vraiment. Et là, justement, on arrive dans une époque où les progrès de l'optique vont permettre de créer les premières lunettes. Je vais en parler dans 5 secondes. Mais oui, à l'œil nu, voilà, par des... Alors, et ils avaient un avantage, c'est sûrement qu'il y avait moins de pollution lumineuse la nuit. Au moins, il y avait ça, quoi. Mais oui, donc forcément, les observations sont assez limitées. Mais ils peuvent les observer. Parce que des gens les observaient dans l'Antiquité, de toute façon. Donc le modèle de Copernic ne fait pas vraiment succès pour ces raisons-là, il ne fait pas des super prédictions, c'est pas parce que le modèle nous a l'air meilleur pour nous qu'en fait, du point de vue de l'observation, il est meilleur. Et en plus, le système de Copernic, il est moins économique que le système classique, parce que dans le système classique, vous avez tout qui tourne autour de la Terre, la Lune, les planètes, le Soleil, et dans le système de Copernic, c'est assez bizarre, vous avez le Soleil, les planètes qui tournent autour du Soleil, plus la Lune qui tourne autour de la Terre. Avouez que c'est quand même moins élégant, ça fait quand même des hypothèses supplémentaires. Alors le modèle va être amélioré un peu plus tard par Kepler, qui lui va dire en fait, le modèle de Copernic marche beaucoup mieux, et il marche mieux que le modèle classique, si on suppose que les planètes font des ellipses autour du Soleil, et pas des cercles.
Mais déjà, rien que ça demande un petit progrès intellectuel, parce qu'il y avait vraiment l'idée que quand même, le cercle, c'est la forme la plus parfaite, quoi. Et surtout, ce qui va beaucoup changer, là, le contexte dans lequel les discussions vont émerger, c'est les observations qui sont faites par Galilée. Donc Galilée, c'est quelqu'un qui construit justement des lunettes d'observation. Alors il y a tout un débat, parce qu'il construit les premières lunettes d'observation, mais n'a aucune manière de savoir si elles sont vraiment fiables. Donc il y avait tout un débat que Galilée, il observe des trucs, mais... je veux dire, on n'est jamais complètement sûr de ce qu'on observe. Hein. Je veux dire, Kepler, lui, il observait des étoiles carrées et vertes. A priori, on ne les a pas retrouvées, elles n'ont jamais dû exister. Donc vous voyez que toute observation peut quand même être remise en question. Mais bon, Galilée, il découvre tout un tas de trucs assez troublants pour l'époque. Déjà, il découvre qu'il y a des irrégularités sur la Lune, des montagnes et des creux. C'est-à-dire que la Lune n'est pas complètement lisse. Et ça, dans le modèle aristotélicien, il y a l'idée que tout ce qui est dans le cosmos est parfait et rond. Hein, donc ça ne va pas. Pire, il y a des taches sur le Soleil. Alors là, c'est quand même vraiment l'angoisse, parce que le Soleil, c'est quand même un truc assez parfait, c'est la source de lumière, puis il y a des taches dessus, c'est dégueulasse. Ça voudrait dire que c'est juste un objet qui est matériel comme les autres, qui ne fait pas partie d'une réalité un peu plus parfaite. Mais surtout, de façon plus intéressante, il observe les lunes autour de Jupiter. Et vous voyez que là, s'il y a des lunes autour de Jupiter, ça veut dire que même le modèle avec la Terre au centre du système doit faire tourner des trucs autour de trucs. Donc ça veut dire que ça ne devient... Le modèle de Copernic qui faisait tourner la Lune autour de la Terre n'est plus si inélégant que ça, parce qu'il y a aussi d'autres lunes qui tournent autour des autres planètes. Et surtout, il observe que Vénus a des phases, c'est-à-dire que comme la Lune, elle a des phases, on voit des croissants, etc., qui ne peuvent être expliquées que par le fait que Vénus tourne autour du Soleil et pas autour de la Terre. Donc, les gens acceptent assez graduellement que finalement c'est la Terre qui est au centre du Soleil, mais ça crée tout un changement, parce que pour des raisons que je ne peux pas expliquer, ce serait trop long, mais l'idée c'est que si vous acceptez que c'est le Soleil qui est au centre du cosmos, vous allez être obligé d'accepter que le monde est très très grand, beaucoup plus grand que ce qu'on avait imaginé jusqu'ici. Alors, je ne peux pas expliquer pourquoi, si vous avez des questions, vous venez à la fin du cours, parce que c'est toutes des questions mathématiques, mais en gros, les gens donc disent, mais si ça c'est vrai, ça veut dire que l'univers est quasi infini, qu'il est très grand, et que peut-être toutes les étoiles, c'est pas juste des taches sur la voie étoilée, c'est peut-être des soleils aussi, des choses qui sont équivalentes au Soleil. Et vous voyez que c'est quand même un changement intellectuel très intéressant, hein, qui va amener à se poser des questions fondamentales, du genre, est-ce que, du coup, si les étoiles, ce sont d'autres soleils, il y a des planètes autour de ces autres soleils, est-ce qu'il y a des êtres vivants sur ces planètes, est-ce qu'ils ont entendu parler du Christ? Voilà, mais vraie question. Et du coup, les philosophes, dans ce contexte, vont se demander, mais alors, du coup, comment ça se fait qu'on est si bon, hein, nous, on arrive à percer les réalités de la nature, là où les aristotéliciens, les anciens, ils faisaient n'importe quoi. Eh bien, il y a plusieurs méthodes qui sont proposées, et le grand débat du XVIIe siècle, celui sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est le débat entre le rationalisme d'un côté et l'empirisme, qui sont les deux grandes façons de théoriser la méthode scientifique à l'époque. Donc le rationalisme, c'est quelque chose qui est développé principalement par Descartes, hein, la grande figure du rationalisme, c'est Descartes, vous connaissez Descartes, je ne vais pas revenir là-dedans. Et qu'est-ce que c'est le rationalisme? C'est quelque chose qui, pour le dire crûment, prend comme exemple de la science les mathématiques. On a une science qui marche bien, c'est les mathématiques, il faut faire toutes les sciences sur le modèle des mathématiques. Alors pourquoi les gens sont à fond dans les mathématiques à l'époque? Parce qu'à la Renaissance, un des premiers livres qui a été imprimé, c'est les éléments d'Euclide, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Les éléments d'Euclide, c'est quelque chose qui présente les mathématiques de la façon suivante. C'est un livre qui donne les définitions des termes, les notions communes, qui sont les axiomes logiques, si A égale B, B égale C, donc les choses que vous devez accepter mais qui sont assez basiques, les postulats, qui sont des axiomes mais propres à la géométrie, hein, par exemple si voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, et ensuite, à partir de ça, il déduit entièrement toutes les propositions et les théorèmes, c'est-à-dire les points de départ sont fixés clairement, et à partir de ça, on déduit, étape par étape, l'ensemble de la connaissance mathématique et géométrique. Alors ça, c'est très important parce que l'idée que va en retenir Descartes, c'est que le modèle du raisonnement scientifique, c'est la déduction. Alors qu'est-ce que c'est la déduction? Alors, on utilise le terme de façon assez légère dans la vie de tous les jours, hein, mais en philosophie, ça a un sens très clair. Une déduction, c'est un raisonnement dans lequel, si votre point de départ, si les prémices, si le point de départ du raisonnement est vrai, alors la conclusion est nécessairement vraie. C'est pas possible que la conclusion soit fausse si le point de départ est vrai. Donc l'exemple classique, c'est Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Vous voyez que si vous acceptez les points de départ qui est Socrate est un homme et tous les hommes sont mortels, il n'y a pas d'autre solution possible que de dire que Socrate est mortel. Vous voyez, donc s'il y a du feu, il y a fumée, il n'y a pas de fumée, donc il n'y a pas de feu. Si vous acceptez l'idée que s'il y a du feu, il y a forcément de la fumée, et si vous acceptez l'idée qu'il n'y a pas de fumée, vous êtes forcé d'accepter l'idée qu'il n'y a pas de feu. Vous voyez que c'est inéchappable. Si vous acceptez les points de départ, la réponse est nécessaire. Où j'ai deux filles en tout et pour tout, ma première fille a un portable, la seconde a un portable, donc toutes mes filles ont un portable. Si vous acceptez tous les points de départ, là, vous voyez que la conclusion, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc vraiment, la définition de la déduction, c'est ça, c'est un raisonnement où si les points de départ sont vrais, la conclusion est nécessairement vraie.
Alors il y a une confusion qui est souvent faite, je le sais parce que je viens de corriger des copies d'élèves, malheureusement, il y a l'idée que c'est que la déduction, c'est un raisonnement qui va du général au particulier. Et ça, je pense, c'est une conception qui vient souvent de l'idée que l'exemple classique, c'est Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, dont Socrate est mortel. Mais il faut vraiment voir qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Hein. Tous les raisonnements que j'ai prouvés, que j'ai montrés ici, sont des déductions et ils ne vont pas forcément du général au particulier. Hein. Le dernier, c'est une déduction qui va du particulier au général. Hein. Il fait la somme de toutes les filles qui ont un portable, il en conclut que toutes les filles ont un portable. Vous voyez. Donc l'idée de Descartes, c'est qu'est-ce qui est fantastique dans les mathématiques, pourquoi les mathématiques, c'est ce qui amène à la scientia, la connaissance, c'est que elle part de points de départ qui sont connus, clairs, des définitions ou des axiomes très très évidents, et à partir de là, elle déduit de façon inévitable, machinale, sans qu'il y ait de possibilité d'erreur, des vérités. Et ce serait cool si on pouvait faire de la physique comme ça. C'est à peu près ça la philosophie de Descartes, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà, la théorie la méthode de Descartes, c'est la chose suivante. On commence par douter de tout ce qui n'a pas été prouvé avec certitude. Donc si vous êtes un scientifique, vous débarrassez le plancher de tout ce que vous n'avez pas prouvé avec certitude. Ok. Vous partez de là. Vous repérez quels sont les principes intuitifs et évidents. Par exemple, si A égale B et B égale C, A égale C, c'est un principe évident. Je pense donc je suis donc j'existe, c'est un principe évident. Tout un tas de principes évidents. Et ensuite, à partir de ces principes évidents, vous appliquez la déduction pour trouver de plus en plus de vérités. Ça a l'air chouette comme ça, hein, mais ça va pas être facile. Alors, du coup, chose qui est importante et que rajoute Descartes, c'est que si les gens se trompent, c'est parce qu'ils prennent la décision de juger alors qu'ils n'ont pas d'idée claire ou qu'ils n'ont pas fait de déduction. C'est-à-dire que si vous suivez cette méthode, que vous acceptez uniquement les choses qui sont assez claires pour être évidentes ou les choses qui sont déduites des choses qui sont assez claires pour être évidentes, vous ne pouvez jamais vous tromper. Donc la source de l'erreur humaine, elle vient du fait que nous sommes souvent tentés de juger au-delà de ce que nous pouvons savoir, au-delà de ce qui est clair, intuitif ou déductible. Vous voyez, il y a déjà cette idée finalement qu'il y a dans l'homme une source d'erreur, c'est l'envie de juger de cas qui ne sont pas clairs. Mais il ne dit pas exactement quelles sont il n'a pas de théorie très précise de quelles sont les sources de cette envie, mais il dit voilà, la source de l'erreur, c'est quand la volonté de juger, le désir de juger, de faire un jugement, va au-delà de ce qui est accessible à ce qu'on peut comprendre. Alors vous me dites maintenant, comment est-ce qu'on applique ça à la physique? Parce que bon, c'est quand même chaud. Hein. Descartes dit la chose suivante, si vous avez un phénomène à expliquer, par exemple, prenons un phénomène que Descartes explique, auquel il donne une explication, l'arc-en-ciel, hein, il donne une explication de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est de la lumière qui est diffractée à l'intérieur de l'eau et qui donne des rayons de plusieurs couleurs. Descartes dit, alors comment j'ai fait pour faire ça? Alors j'ai vu le phénomène, j'ai vu l'arc-en-ciel, et puis je suis parti de principes intuitifs que je sais absolument être vrais au sujet du monde, et j'ai réussi à trouver comment, à partir de ces principes intuitifs, trouver une explication à partir de ces principes du phénomène. Et comme je vois que cette explication, elle marche parce qu'elle me permet de déduire le phénomène que j'observe à partir de ces principes intuitifs, je pense que c'est une bonne explication. Comment ça, des expériences, non? Non, il n'y a pas de méthode expérimentale vraiment chez Descartes. Hein. L'idée, c'est que l'expérience, c'est le point, c'est ce qui vous donne accès au phénomène que vous voulez expliquer, mais vous n'allez pas tester votre explication par des expériences. Il n'y a pas de méthode expérimentale chez Descartes, vraiment. On verra que justement, beaucoup de cartésiens sont opposés à la méthode expérimentale. Voilà, je dis ça parce que, bon, on a un peu l'idée, voilà, Descartes, c'est le père de la science moderne, mais bon, en vrai... peut-être été un obstacle à la science moderne. Ça peut se discuter. Alors, pareil, vous allez me dire, mais c'est quoi des principes intuitifs au sujet de la physique? Descartes, par exemple, a un traité qui s'appelle Le Monde, qui est un de ses premiers traités qu'il a écrit, dans lequel il développe une théorie de comment le système solaire s'est formé, en fait. Hein. Mais comme il apprend que Galilée a été condamné, il décide de jamais le publier. Hein. Déjà, pourtant, le bouquin était soft. Hein. Le bouquin, il dit « Je vais expliquer comment un monde qui est exactement comme le nôtre s'est formé. » C'est pas du tout notre monde. Hein. Attention, hein, c'est un monde imaginaire. Il est juste complètement comme le nôtre. Mais moi, j'explique comment il s'est formé. Mais c'est pas notre monde. Hein. Il était un petit peu prudent, on va dire. Pas que épistémiquement. Et voilà, il dit, en gros, dans ce traité non publié, il dit « Voilà, moi, je peux expliquer la création du monde à partir de 3 principes fondamentaux dont on sait a priori qu'ils sont vrais. » Il dit voilà, ce que je sais que c'est qu'un corps, donc un morceau de matière, persiste dans le même état, mouvement ou repos, tant qu'il n'entre pas en contact avec un autre corps. C'est-à-dire que si un corps est en mouvement et qu'aucun corps ne s'oppose à lui, il va continuer à bouger indéfiniment, il ne va jamais s'arrêter. Et à l'inverse, s'il est au repos, il ne va pas se mettre à bouger s'il n'y a pas un autre corps qui vient interagir avec lui pour lui transmettre du mouvement. Le second principe, c'est que quand un corps entre en collision avec un autre corps, si le premier corps donne de la vitesse au second corps, le premier corps perd de la vitesse en quantité égale. Il
il y a une quantité de mouvement, pas de vitesse, mais il y a une quantité de mouvement qui est constante dans l'univers et que les corps se transmettent en se cognant les uns les autres. Hein. Et le troisième, c'est qu'il n'existe pas vraiment de mouvement circulaire dans la nature. Chaque mouvement circulaire, en fait, c'est une succession de mouvements linéaires. Hein. Son argument, c'est de dire, voilà, si vous faites tourner une pierre dans une fronde, au moment pile où vous lâchez la fronde, ben, la pierre, elle ne continue pas à faire dans le ciel, hein, elle part en ligne droite. Hein. Donc c'est bien la preuve qu'à chaque moment de la trajectoire circulaire, en fait, la pierre est dans un mouvement linéaire. Et à partir de ça, il explique la création du système solaire. Et il dit, mais ces trucs-là, j'ai pas besoin de les prouver. Mais déjà, les deux premiers, c'est clair, ça se tire de l'existence de Dieu, facile. Faites l'exercice chez vous. Je vous laisse la charge de la preuve. Voilà, les deux premiers se déduisent de l'existence de Dieu, puis le troisième, c'est juste du bon sens, quoi. Et en gros, il déduit le fonctionnement du système solaire, la création du système solaire à partir de ça. Alors vous allez me dire, c'est quand même un peu bizarre cette histoire que finalement on peut faire de la physique juste en regardant les choses évidentes au sujet de la physique. C'est que Descartes a toute une théorie, hein, rappelez-vous. Descartes sait qu'il a été créé par Dieu, hein, c'est pour ça qu'il sait que son intellect est fiable et que ses sens sont fiables, on a vu ça la semaine dernière. Et il pense qu'en fait, on a en nous, de la même façon que Dieu a mis en nous gentiment les axiomes des mathématiques, ce qui était très sympa de sa part, il a mis en nous tout un tas de connaissances a priori sur la physique. C'est-à-dire, on a des connaissances sur la nature du monde. Par exemple, il sait, je sais ce que c'est l'esprit. La nature de l'esprit, c'est d'être une chose qui pense. Voilà, c'est rien d'autre, l'esprit, il n'y a rien de mystérieux. Qu'est-ce que c'est l'esprit? C'est la pensée. C'est juste la pensée. Et il dit, le monde, il est fait de matière. Et qu'est-ce que c'est la matière? C'est juste quelque chose qui est étendu dans l'espace. Et c'est juste ça, la matière. Qu'est-ce que c'est la nature de la matière? Donc la chose qu'étudie la physique, c'est d'être un truc dans l'espace qui prend de la place. Il n'y a rien d'autre dans la matière, il n'y a pas d'autres propriétés mystérieuses. Alors ça, c'est très important parce que ce que Descartes veut chasser, c'est ce ce qu'il considère comme étant la science irrationnelle des aristotéliciens. Parce que dans la physique d'Aristote, qui était dominante, il y a l'idée qu'il y a des pouvoirs secrets dans la matière. Par exemple, certains morceaux de matière ont envie d'aller vers le centre de la Terre, la matière lourde, par exemple la Terre, mais d'autres morceaux de matière, par exemple le feu, lui, il a envie d'aller vers le haut. Hein, il est connu que la matière n'aime pas le vide, c'est pour ça que quand vous faites du vide dans une pompe et que vous la remontez, l'air s'engouffre. Hein, pourquoi l'air s'engouffre? Parce que la nature a envie de remplir le vide. Alors Descartes, il déteste ces trucs-là. Vraiment, il ne supporte pas. Il dit, ça c'est irrationnel. Soyons rationnels. Qu'est-ce que c'est être rationnel? C'est reconnaître que qu'est-ce que c'est la matière? C'est juste quelque chose qui prend de la place dans l'espace. Et il n'y a aucune autre propriété à la matière. Hein, aucune autre. C'est-à-dire que la seule propriété de la matière, c'est de prendre de la place dans l'espace. Et donc les morceaux de matière peuvent se pousser les uns les autres parce qu'ils prennent chacun de la place comme ça. Mais il n'y a pas de truc mystérieux dans la matière. Il faut faire de la physique rationnelle, c'est-à-dire tout expliquer en termes de morceaux de matière qui se poussent les uns les autres. Et c'est ça, la rationalité. Donc du coup, si on prend l'esprit critique cartésien, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est d'abord, il faut rejeter tous ces préjugés, tant qu'on n'a pas pu les prouver. Il faut n'accepter que ce qui a pu être démontré comme certain par le biais de déduction de ce qui est clair et évident. Alors quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut n'accepter aucune idée floue et vague. Il faut n'accepter aucun truc que vous ne comprenez pas complètement ce que c'est. Voilà. Descartes, c'est vraiment le type, Descartes aujourd'hui, c'est vraiment le type qui dirait, si tu sais vraiment quelque chose, tu peux me l'expliquer clairement en 5 minutes, quoi. Si c'est trop compliqué et que ça a l'air trop vague, je ferais mieux de ne pas y croire, ça a l'air fumeux. C'est pas moi qui suis limité, hein. C'est plutôt l'idée qui craint, si elle n'est pas assez claire. Vous voyez, c'est vraiment, vous voyez un peu ce genre d'idée. Et surtout, l'idée, qu'est-ce que c'est être cartésien? Qu'est-ce qu'on appelle encore aujourd'hui être cartésien? C'est l'idée que il faut rejeter a priori toute explication qui ferait appel à des choses un peu mystérieuses. C'est-à-dire que par exemple, si vous allez rejeter la télépathie si vous êtes cartésien. Mais en fait, Descartes ne rejette pas complètement la télépathie, mais faisons comme si, vous rejetez la télépathie, vous n'avez pas besoin de preuves pour rejeter la télépathie, parce que vous savez que la télépathie, elle va contre l'idée qu'il n'y a pas d'action à distance. Chez Descartes, chaque action de la matière dans la nature se fait par un contact. Donc il ne peut pas y avoir de transmission à distance entre des corps, vous voyez. Donc on peut rejeter la télépathie, il n'y a pas besoin de faire de démonstration. Et donc être cartésien aujourd'hui, c'est vraiment ça. Vous savez, le cartésien, c'est celui qui ne croit pas par principe au paranormal, parce que le paranormal, ça va contre ce qui est rationnel dans la nature. Vraiment, je vais donner des exemples un peu plus tard quand on comparera les deux théories, mais le cartésien, il sait d'avance ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible dans la nature. Il sait qu'il y a des trucs qui ne peuvent pas exister. Il sait que par exemple, on ne trouvera pas un morceau de matière qui a une volonté propre et qui essaye de lui-même de remplir des tubes, qui agit, ou des choses comme ça. Tout est mécanique, tout est fait par le biais de chocs de matière. Alors, le contraste va être beaucoup plus clair quand on va voir quel est le camp de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on a l'autre camp. Alors là c'est plutôt l'équipe française et un peu allemande, on ne va pas se mentir. Puis de l'autre côté, vous avez l'équipe anglaise.
qui va développer une philosophie de la science très radicalement différente, qui est l'empirisme. Et l'empirisme, c'est une conception de la méthode scientifique qui est développée par Francis Bacon et John Locke. Et je vais surtout parler de Francis Bacon. Alors Francis Bacon, c'est quelqu'un qui est assez particulier, parce que c'est quelqu'un qui a des grandes responsabilités politiques en Angleterre. Il tiendra un peu l'équivalent de ce qui est Premier ministre à l'époque pendant un certain moment, avant d'être viré parce qu'il est accusé d'avoir détourné beaucoup d'argent à son profit. On ne sait toujours pas si c'est vrai ou pas, mais bon, voilà. La politique. Et ce qui est intéressant, c'est que... pour nous, ça nous paraît complètement naturel, mais lui, il est un peu visionnaire à l'époque, c'est qu'il pense qu'en fait, l'État, parce que lui, c'est un homme d'État, doit investir énormément dans le développement des sciences. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé que le développement des sciences va pouvoir permettre le développement des techniques et l'augmentation du pouvoir de l'homme sur la nature, un développement économique, une croissance, etc. Il est complètement persuadé, alors nous, on dit, oui, mais il faut voir que vraiment, à l'époque, la science, ce qu'on appelle la science, c'est des trucs qui sont faits par des philosophes dans des universités en général. C'est-à-dire, c'est vraiment pas les gens qu'on associe à des trucs appliqués et à des choses qui ont un intérêt pratique. D'un côté, il y a les artisans, les ouvriers, de l'autre côté, il y a les gens qui font la science. Il n'y a pas cette alliance entre science et technique. La science, c'est contempler les planètes pour déterminer leur orbite. Ça n'a aucun intérêt pratique, soyons clairs. Mais Bacon pense qu'en fait, si. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui attribue souvent à tort la phrase « knowledge is power », la connaissance c'est le pouvoir. Donc apparemment, c'est pas lui, c'est son secrétaire qui l'aurait écrit, son secrétaire qui s'appelle Thomas Hobbes. Mais bon, vous voyez, par contre, quand on lit ses écrits, il y a vraiment ça, il y a vraiment des écrits dans lesquels il dit « faut qu'on construise des bâtiments dans lesquels on aurait d'un côté des gens qui sont à fond dans la technique, des ouvriers, des compagnons, des artisans, puis on aurait des philosophes de l'autre côté, et on mettrait tout ça et on ferait des start-up. » Non mais c'est vraiment ça, quoi. C'est un peu le modèle qu'on a aujourd'hui qui paraît naturel, c'est on va mettre tout le monde ensemble et ça va faire des super idées, on va développer des choses. Mais c'est vraiment une position assez révolutionnaire à l'époque. Donc vraiment, lui, c'est quelqu'un qui est intéressé par la science pour le point de vue pratique, et lui, sa théorie, la chose qu'il dit, c'est voilà, quelle est la base de la science? C'est l'observation. Alors ça peut nous paraître très très naturel, mais maintenant que j'ai décrit Descartes, vous voyez que ça ne l'est pas tant que ça. J'espère que c'est assez clair. L'observation, c'est pour les faibles. Alors il y a une raison pour ça. C'est que l'idée que la science, vous vous rappelez que ça doit être une théorie certaine, ça doit être quelque chose d'indubitable. Et pour que ça soit d'indubitable, il faut que ça soit dérivé de choses qui sont certaines. Okay, tandis que personne va penser il y a tous les doutes sceptiques qui existent sur l'observation, personne pense qu'on peut tirer une connaissance certaine de l'observation. Mais Bacon, lui, comme je vous ai dit, il n'en a rien à foutre. Il connaît les philosophes qui existent, mais en général, sa discussion des philosophes précédents, c'est « ils existent », malheureusement. Et puis ça s'arrête là, quoi. Voilà. Descartes, lui, il essaye d'argumenter contre le sceptique, il essaye de défendre sa position. Bacon, il y va comme ça, quoi. Il fait « non, mais moi, je sais que ça va marcher. Voilà. J'ai pas besoin de discuter avec le sceptique, j'ai pas besoin de discuter avec les philosophes, on a assez perdu de temps, c'est l'heure pour la révolution scientifique, quoi. » Donc il dit voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour quelle est la base de la science? C'est l'observation. Alors oui, l'observation, des fois il y a des problèmes, les philosophes l'ont dit, mais il y a une solution en fait, il faut juste plus observer. Je veux dire, vous êtes bien mignon avec votre idée, je vois une pomme, est-ce que je sais si c'est une vraie pomme ou une pomme en cire? Tu croques dedans et tu sauras, quoi. Je veux dire, c'est pas mystérieux en fait. Si tu doutes de l'observation, tu fais plus d'observation. Voilà, ça c'est simple. Et l'idée de Bacon, c'est la suivante, c'est pourquoi jusqu'ici les philosophes ont fait n'importe quoi. Alors c'est pas parce qu'ils n'ont pas observé, parce que ce serait complètement idiot, comme je vous ai dit, dès l'Antiquité, les stoïciens, les épicuriens, les aristotéliciens, ce sont toutes des écoles qui disent que la base de la connaissance c'est l'observation, c'est qu'ils n'ont pas bien observé. Voilà, c'est une nuance. Alors qu'est-ce que ça veut dire bien observer? Bacon a cette théorie selon laquelle, en général, après avoir observé, ils ont commencé à spéculer n'importe comment, à faire des théories, alors qu'en fait, il faut s'en tenir le plus possible à l'observation. Là où ça déconne, là où la philosophie fait n'importe quoi, c'est quand on va au-delà de l'observation pour spéculer, il faut se tenir à ce qui est observable. Comme ça, on sera sûr de dire des choses pas complètement idiotes. Donc, pour Bacon, la forme de raisonnement scientifique, c'est pas ce qu'on appelle la déduction. D'ailleurs, je me rappelle que j'ai même pas changé le titre. Voilà, donc il ne faut pas lire la déduction ici, c'est l'induction. Qu'est-ce que c'est l'induction? C'est une autre forme de raisonnement. L'induction, c'est une généralisation sur la base de cas particuliers. Donc l'exemple classique des philosophes, c'est le suivant. J'ai vu beaucoup de signes jusqu'ici, ils étaient tous blancs. Alors je rappelle que le signe noir a été découvert pour la première fois en Australie, donc du coup l'exemple est d'autant plus rigolo. Mais
Du coup, à une époque, ça marchait. Tous les signes que j'ai vus jusqu'ici sont blancs, donc je sais que les signes sont par nature blancs. Voilà, j'ai observé beaucoup de signes et je généralise ça. Ou, bah, vous pouvez regarder, à chaque fois que je lance, que je fais tomber un objet un peu lourd, bah, il se dirige vers le centre de la Terre, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise en science même aujourd'hui. Hein. Là, je vous ai montré, bon, ça c'est une illustration de la loi de Hubble. La loi de Hubble en astronomie, c'est l'idée que plus une galaxie, une étoile est loin de nous, plus la vitesse à laquelle elle s'éloigne de nous est grande. Alors comment ça a été déterminé? Ben, juste, les gens ont observé beaucoup d'étoiles et ont déterminé pour chaque étoile leur distance par rapport à nous et leur vitesse. Vous mettez ça sur un graphe et vous voyez que ben, plus l'étoile est loin de nous, plus sa vitesse à laquelle de nous elle s'éloigne est grande. Alors bien sûr, personne n'a observé toutes les étoiles dans la galaxie, hein, désolé, mais l'idée c'est que bon, si on en a observé beaucoup et que bon, vous voyez que ça fait quand même qu'elles se comportent tous de cette façon-là, vous généralisez par induction et vous obtenez la loi. Plus une étoile est distante de nous, plus elle s'éloigne vite de nous. Alors, Bacon y présente sa théorie de la science dans un livre qui s'appelle le Novum Organum, le nouvel organe, si vous voulez. Ça fait un peu bizarre dit comme ça. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est une référence à l'Organon d'Aristote. L'Organon, c'est le titre qu'on donne à l'époque à l'ensemble des œuvres logiques et méthodologiques d'Aristote, qui sont censées former la base de la méthode scientifique dans les écoles, dans les universités. Et Bacon dit oui, mais enfin quand on lit Aristote, on voit qu'il passe beaucoup de temps à parler de comment est-ce qu'on passe du général au particulier. Hein. L'exemple classique, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, ça vient d'Aristote. Vous voyez, on passe du général au particulier. Et Bacon dit, ouais, c'est mignon, mais en fait la science, c'est quand même plutôt passer des observations particulières au général, quoi. En fait, c'est un peu complètement l'inverse. Vous voyez. Du coup, il faudrait une méthode pour passer du particulier au général. Et ça, c'est ce qu'il essaye de donner. Et dans ce livre, Bacon dit qu'il y a la bonne et la mauvaise méthode scientifique. La mauvaise, c'est celle qu'ont fait les autres, hein, bien sûr, c'est les anticipations de la nature. Qu'est-ce que c'est? C'est une généralisation abusive à partir d'un petit nombre de cas. Donc ce que dit Bacon, c'est qu'on a tous tendance, naturellement, à généraliser très très vite à partir d'un petit nombre de cas. Par exemple, imaginons, je veux savoir à quelle température bout l'eau. J'ai vu que l'eau bout, j'ai testé dans ma cuisine, et deux, trois fois où j'ai testé, elle se mettait à bouillir à partir de 100 degrés. Et j'en déduis que l'eau bout toujours à 100 degrés. En fait, c'est pas vrai, ça dépend de la pression, de l'altitude, de la pureté de l'eau, de plein de paramètres. Ce que dit Bacon, c'est non, il n'aurait pas fallu conclure tout de suite, il aurait fallu tester l'expérience en changeant les paramètres et dans beaucoup de circonstances différentes. Donc il est très précis là-dessus qu'il faut essayer de changer les paramètres d'une expérience pour voir ce qui peut influencer le résultat, ce qui peut changer les trucs. Donc il dit la bonne méthode, c'est ce qu'on appelle l'interprétation de la nature, ce qui se traduirait plutôt par la lecture de la nature, c'est lire le livre de la nature, si vous voulez. C'est l'idée qu'il faut généraliser de façon prudente à partir d'un grand nombre de cas. J'ai essayé de faire bouillir de l'eau un peu partout, et maintenant je peux tirer une règle générale, mais il faut éviter cette hâte à conclure. Donc vous voyez encore, il y a cette idée que les gens ont envie de conclure au-delà de ce qu'ils peuvent savoir, qui est probablement la seule chose commune entre Descartes et Bacon. Mais il y a vraiment cette idée qu'il faut réfréner chez l'être humain cette envie de juger. Donc voilà, il dit voilà, il faut observer, mais jusqu'ici on n'a pas bien observé, il faut faire une observation méthodique et systématique, et il donne des exemples de comment il faut faire l'observation. Donc par exemple, dans le Novum Organum, il prend comme exemple l'étude de la chaleur. Il dit bah, je veux savoir ce que c'est la nature de la chaleur. Il dit bah, qu'est-ce que je fais? Déjà, je commence par noter toutes les choses qui sont chaudes, mais vraiment tout. Alors il dit les rayons du soleil, les éclairs, la foudre. Alors je ne sais pas trop comment il a testé, ne me posez pas la question. Je suppose qu'il voit que ça peut foutre le feu à quelque chose, donc il en déduit que c'est de la chaleur. Les flammes, le sang des animaux terrestres, les animaux vivants, le poivre quand on le mâche. Bon, ça, on a fait la liste de tous les trucs chauds. Enfin, pas tous, mais le plus qu'on pouvait. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comparer ça à des choses qui ne sont pas chaudes et qui ressemblent. Il dit, voilà, les rayons du soleil, c'est chaud, mais les rayons de la lune, c'est pas chaud. Le sang des animaux terrestres, c'est chaud, mais le sang des poissons, c'est pas chaud. Les animaux vivants, c'est chaud. Les animaux pas vivants, c'est pas chaud. L'eau qui bout, c'est chaud. La glace, c'est pas chaud. Hein. Il dit voilà, et surtout, ce qui est très important, c'est d'essayer de trouver, une fois qu'on a trouvé des cas dans lesquels il y avait la chaleur, essayer de trouver des cas le plus proches possible, mais dans les cas, il n'y a pas de chaleur. Vraiment des paires minimales, quoi, pour trouver les différences minimales. Donc il dit voilà, il dit bon, alors qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Il n'y a rien de très convaincant là-dessus. Ouais, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vraiment hyper bizarre quand même. Ouais, bon, voilà, donc l'idée c'est que ce serait un peu le cas ici, hein, on voit que le soleil ça chauffe, mais les rayons de la lune ça chauffe pas, parce que tous les autres exemples, il faudrait rentrer dans des discussions.
Par exemple, il dit, voilà, les acides, c'est chaud, mais bon. Voilà, donc voilà, il faut observer, il faut faire des tables, il faut faire des comparaisons, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez conclure quelque chose. Lui, il en tire une conclusion dans le bouquin, il dit, moi je pense que la chaleur, ça doit être un mouvement microscopique des parties des objets. Quand même, quoi. Il n'est pas si loin du truc, quoi. Je sais pas si c'est complètement du bol ou quoi que ce soit, mais il n'était pas complètement dedans. Alors il dit, voilà, ça c'est comme ça qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire comme ça, hein? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme ça, que ça c'est bien? Mais la réponse, c'est que nous avons des biais. Alors, ils n'appellent pas ça des biais, ils appellent ça des idoles, parce que bon, on est dans un contexte un peu différent, des idoles de l'esprit. C'est-à-dire, il y a la vérité, mais au lieu d'embrasser la vérité, on embrasse des idoles. C'est un vocabulaire un peu religieux. Et donc, Bacon est célèbre pour sa théorie des 4 idoles, c'est-à-dire ces quatre types de tendances qui existent dans notre esprit et qui peuvent nous amener à ne pas suivre la bonne méthode. En gros, on est biaisé. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas la vérité? Parce qu'on est biaisé. Ce serait simple de trouver la vérité, ce serait de se contenter de dire ce qu'on observe, en fait. Hein, et pas plus. Mais on a envie de dire plus que ce qu'on observe pour différentes raisons. Alors, il distingue 4 types d'idoles, 4 types de biais, si vous voulez. Les idoles de la tribu. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont les biais communs à l'humanité en général. Donc, il y a tout un tas de tendances regrettables qui sont communes à l'humanité en général, selon Bacon. Et l'une qu'il déplore le plus, c'est la suivante. Il dit, voilà, quand on observe, nous avons tous tendance à nous concentrer sur les cas qui confirment ce que nous pensons déjà et à ignorer les cas qui ne vont pas dans le sens de notre hypothèse de départ. Donc, par exemple, ici, j'ai une citation j'ai Bacon qui décrit justement ce biais-là, aujourd'hui on appellerait ça le biais de confirmation, et il dit la chose suivante. L'entendement, une fois familiarisé avec certaines idées qui lui plaisent, soit comme généralement reçues, soit comme agréables en elles-mêmes, s'y attache obstinément. Donc il y a l'idée qu'on s'attache à certaines idées. Ouais. Il ramène tout à ces idées de prédilection. Vous savez, c'est bon, chez les chercheurs, on a toute notre théorie, et notre théorie, elle explique tout. Il veut que tout s'accorde avec elle, il les fait juges de tout, et les faits qui contredisent ses opinions favorites ont beau se présenter en foule, ils ne peuvent les ébranler dans son esprit, où il n'aperçoit point ces faits, où il les dédaigne, où il s'en débarrasse à l'aide de quelques frivoles distinctions, ne souffrant jamais qu'on manque de respect à ces premières maximes qu'il s'est faites. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où on s'est fait des idées et qu'on les aime, en fait, on devient plus ou moins insensible aux preuves extérieures, parce qu'on va se concentrer sur les preuves qui confirment ce qu'on pense déjà, et puis s'il y a des trucs qui ne collent pas à notre idée, on va trouver une façon de les exclure, voire juste pas leur prêter attention. Hein. Elles sont pour lui comme sacrées ou inviolables, genre de préjugés qui a les plus pernicieuses conséquences. C'était donc une réponse fort judicieuse que celle de cet ancien, qui, voyant suspendus dans un temple des portraits de navigateurs qui, ayant fait un vœu durant la tempête, s'en étaient acquittés après avoir échappé au naufrage, et pressé par cette question de certains dévots, « Eh bien, reconnaissez-vous actuellement qu'il y a des dieux ?» répondit sans hésiter, « À la bonheur, mais montrez-nous aussi les portraits de ceux qui, ayant fait un vœu, n'ont pas laissé de périr. » En gros, il dit, voilà, c'est le cas de cet homme qui entre dans une église, sûrement dans une ville maritime, où il y a tous les marins qui ont prié pour ne pas se faire avaler par la mer. Quand ils sont revenus, ils ont mis... on voit leur portrait parce qu'ils ont remercié l'Église parce que leur prière était efficace. Et il dit oui, mais en fait, pour savoir si la prière est vraiment efficace, il faudrait aussi prendre en compte le cas de tous ceux qui ont fait la prière et qui ne sont jamais revenus pour remercier l'Église, quoi. Donc l'idée, c'est que là, dans ce cas-là, on se concentre uniquement sur enfin, c'est littéralement un biais du survivant, en fait, si vous regardez. C'est l'idée qu'il y a uniquement les survivants qui ont remercié l'Église, donc forcément, ça a l'air de marcher, quoi. Après, il y a ce qu'il appelle les idoles de la caverne. Alors, ne m'interrogez pas du tout sur le lien entre le nom et la description des idoles, j'ai jamais compris. Les idoles de la caverne, ce sont les biais propres à chaque individu particulier. Il dit, là, c'est différent. Par exemple, il y a des individus qui aiment beaucoup les idées générales, donc ils vont faire 3-4 observations et ils vont faire des généralisations énormes. Hein. Et il y en a d'autres qui, au contraire, sont très, très réticents à la généralisation, ils ne vont jamais essayer de généraliser, ils vont se dire « Non, mais c'est plus compliqué, il faut regarder au cas par cas, etc. » Bon, l'idée, c'est de trouver une balance entre les deux. Alors, il y a les idoles de la place publique, ce sont les biais contenus dans le langage ordinaire, il y a l'idée que le langage nous trompe. Alors, je crois que Bacon donne l'exemple de l'humidité, mais j'ai jamais bien compris pourquoi, parce qu'il ne l'explique pas. Mais un exemple, ce serait par contre, on dit, oui. Par exemple, un exemple, ce serait par exemple, on dit, voilà, on attrape froid. Donc en gros, c'est une façon de parler qui nous donne l'idée que le froid, c'est un truc qu'on attrape et qui nous rend malade. Mais c'est pas vrai, quoi. Donc là, il y a des sortes d'erreurs qui sont contenues dans le langage. Oui. Je comprends pas bien ce terme de l'idole. Est-ce que c'est idol? Ouais. C'est ça. Bah, lui, il écrit en anglais, donc c'est pas il est écrit idol, mais c'est l'idée de quelque chose de trompeur, quoi. C'est comme les idoles au sens qui détournent du vrai Dieu, en fait. C'est les faux. Et donc, il y a surtout les idoles de théâtre. Alors là aussi, ne me demandez pas. C'est l'idée que nous sommes biaisés par toutes les théories que nous avons apprises étant enfants ou pendant notre éducation et qui nous empêchent de voir le monde tel qu'il est.
Et là, l'idée, c'est que l'époque, c'est Aristote, quoi. Les gens ont lu Aristote, il faut se débarrasser d'Aristote. Tous ceux qui ont lu Aristote sont corrompus. Je préfère quelqu'un qui n'a jamais rien appris plutôt que quelqu'un qui a passé son enfance à lire Aristote. Ça, c'est vraiment un truc de Bacon. C'est l'idée, il faut arriver avec l'esprit vide. C'est mieux que d'arriver avec l'esprit plein d'Aristote, quoi. Et donc, vraiment, l'idée de Bacon, qu'est-ce que c'est? C'est que pour faire de la bonne science, il faut que le sujet, qui est le scientifique, observe de façon neutre la nature et qu'il en donne une représentation objective. Qu'est-ce que c'est une représentation objective? Donc, c'est vraiment la naissance de l'idée d'objectivité. C'est l'idée que dans l'état d'observation de la nature, il y a le sujet qui observe, c'est le scientifique, il y a l'objet qu'on observe, c'est la nature. Et dans la bonne science, tout ce qui est noté, tout ce qui est rapporté dans la théorie, c'est uniquement des choses qui ont été observées dans l'objet, dans la nature, et pas quelque chose qui ressort des opinions personnelles du sujet. Et si vous faites ça, si vous êtes ce miroir pur de la nature qui a été débarrassé de tous ses biais, vous êtes un bon scientifique. A l'inverse, là où ça déraille, là où les scientifiques n'ont pas leur travail, c'est quand, au lieu de se contenter d'observer la nature, ils spéculent, ils amènent leurs propres réflexions qui sont forcément biaisées par leur recul. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'on peut résumer la chose suivante chez Bacon, c'est il faut observer, mais à partir du moment où vous réfléchissez, ça ne devient pas terrible, quoi. Si vous réfléchissez au-delà de ce que vous pouvez observer, c'est là qu'est le risque. Donc, il ne faut pas trop penser, il faut observer. Donc, ce qui naît ici, c'est vraiment l'idée que le scientifique, c'est un être. Pour que la science marche, il faut que le scientifique soit objectif, qu'il soit un être pur, dégagé de tous ses biais, dégagé des passions. Une sorte de surhomme un peu neutre, quoi. Donc voilà ce qu'écrit Bacon, par exemple. Il n'a point encore paru de mortel d'un esprit assez ferme et assez constant pour s'imposer la loi d'effacer entièrement de sa mémoire toutes les théories et les notions communes, pour recommencer tout et appliquer de nouveau au fait particulier son entendement bien aplani et pour ainsi dire tout ras. Ainsi, c'est aussi cette philosophie que nous tenons de la seule raison humaine abandonnée à elle-même, n'est telle qu'un amas, qu'un fatras composé du produit de la crédulité, du hasard et des notions que nous avons sucées avec le lait. Donc voilà, ce que dit Bacon, c'est pour vraiment faire de la science, il faudrait un esprit qui soit complètement débarrassé de toutes les anciennes croyances qu'on a accumulées, comme ça il pourrait regarder le monde de façon complètement objective, sans être biaisé par les théories qu'il a déjà. Donc Bacon n'a pas la prétention d'être cet esprit. Descartes, lui, oui, mais vous voyez, c'est la même idée. Il faut faire table rase du passé pour repartir à zéro. Mais s'il paraissait un homme d'âge mûr qui, avec des sens bien constitués et un esprit purifié de toute prévention, appliqua de nouveau son entendement à l'expérience, ce serait de cet homme-là qu'il faudrait tout espérer. Donc le bon scientifique, il n'a rien appris avant d'observer le monde, il est entièrement neutre, il regarde, il observe le monde et il décrit. Donc la philosophie de Bacon, elle va être très influente en Angleterre, on ne va pas se mentir, et c'est lui qui inspire les règles que va utiliser une des premières sociétés scientifiques fondées, c'est la Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, qui est fondée en 1660. Et quand on regarde les règles de cette société scientifique, quelque chose qui est au centre de son organisation, c'est l'idée qu'il faut distinguer entre les matter of facts, les faits, ce qui est observable, et les hypotheses, c'est-à-dire les spéculations. Il y en a un, c'est bien, c'est ce qu'on peut observer, c'est les faits. L'autre, c'est les hypothèses, et ça, c'est nul. Et il y a l'idée que le but de la société savante, c'est avant tout de se mettre d'accord sur les faits. Après, chacun peut avoir son opinion sur ce que veut dire l'expérience, chacun peut avoir son hypothèse, mais ce ne serait pas très convenable de discuter, de se battre là-dessus, d'argumenter pour savoir quelle hypothèse, quelle théorie est la meilleure. Ça, c'est ce que font les vieux philosophes, ceux qui discutent avec des arguments. Nous, on regarde les faits. Donc, une des premières créations, par exemple, qui va devenir l'emblème pendant un moment de la société savante, c'est la pompe à vide de Boyle. C'est l'idée que vous voyez, beaucoup de discussions, est-ce que le vide peut exister? Les philosophes discutaient beaucoup à l'époque, et Boyle, c'est quelqu'un qui dit, je vais essayer de créer un truc, une sphère en verre, dont on peut retirer tout l'air, et puis on va voir effectivement ce qui se passe, si on peut créer du vide en fait, et voir ce qui se passe dans le vide. Et vraiment, Boyle, c'est quelqu'un dans ses papiers qui dit, non mais moi je ne veux pas argumenter. Si vous me dites qu'il y a un problème, je construis une nouvelle pompe. On ne va pas discuter pendant des heures, on fait des manips, on fait des expériences. Boyle, c'est aussi quelqu'un qui va essayer de théoriser comment doit être écrit la science, et il dit, voilà, dans un article scientifique, dans un écrit scientifique, il faut mettre d'un côté ce qui est observé, et ensuite, séparément, les spéculations de l'auteur. Il ne faut pas faire un mélange des genres, parce que ce qui intéresse vraiment les gens, c'est ce qui est observé. Les spéculations de l'auteur, c'est complètement autre chose. Il y a l'observation et il y a l'interprétation théorique. Ce sont deux choses bien séparées. Et donc ces gens-là vont se réclamer d'une nouvelle philosophie qui s'appelle la philosophie expérimentale. C'est l'idée qu'il y en a marre de la spéculation, on va faire des expériences. Et c'est quelque chose qui va se développer principalement en Angleterre, pour commencer, parce que, comme je vous ai dit, en France, il y a beaucoup de gens qui sont hostiles à ça. Il y en a aussi en Angleterre, parce que beaucoup de philosophes classiques, Descartes, Spinoza, Hobbes,
vont dire non mais on ne peut pas faire de la science de cette manière parce que ce que vous observez ce sont juste des cas particuliers. Vous n'observez pas des principes vous n'observez pas des principes ultimes démontrés à partir de principes certains. Vous vous rappelez, la scientia, ça doit être quelque chose d'absolument certain. Et donc pour beaucoup de philosophes qu'on considère comme étant des philosophes de la révolution scientifique, ça c'est nul, faire des expériences. La vraie science, elle doit être déduite comme les mathématiques. Mais bon, les Anglais s'en foutent. Et donc, vont continuer comme ça. Alors, juste, je parle un peu de Locke. Locke, c'est quelqu'un qui va prendre la suite de Bacon. Bacon, je vous l'ai dit, il n'est vraiment pas intéressé dans des débats philosophiques. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire la méthode, de créer de la science, etc. Locke, c'est quand même quelqu'un qui va tirer les conséquences philosophiques des méthodes, qui est vraiment convaincu par les méthodes de Bacon, qui pense que toutes les connaissances viennent de l'expérience, mais qui en tire un certain nombre de conséquences philosophiques. Et principalement, autant Descartes et Bacon n'ont pas trop interagi, parce que c'était pas vraiment leur carte, Locke, lui, est anti-Descartes à fond. Je veux dire, il cite quasiment jamais Descartes, mais je pense qu'un tiers des pages de l'essai sur l'entendement humain, c'est Descartes à tort. Et en gros, ce qu'il dit, c'est les Descartes et les cartésiens qui prétendent connaître la nature de l'univers, la nature de la matière, la nature de l'esprit, ces gens-là manquent d'humilité. En fait, nous, on est empiristes, alors ils ne se disent pas empiristes, le terme n'existe pas, mais nous, on sait que toute connaissance vient nécessairement de l'observation, que spéculer au-delà de ce qui est observable, c'est dangereux, et donc il faut accepter l'idée qu'on ne connaît de la nature que ce qui est observable. Donc c'est possible qu'il y ait 90% de la nature qui nous échappe, parce qu'il y a l'idée que peut-être qu'on ne peut pas tout observer, et surtout l'essence profonde, la nature profonde des choses nous est cachée. On ne peut pas dire quelle est la nature profonde de la matière et de quoi elle va être capable. Donc il n'y a pas de prétention à savoir a priori. Donc l'esprit critique empiriste, selon Bacon et Locke, c'est quelqu'un qui se concentre sur les faits, sur ce qui peut être observé, sur les trucs solides. Et on ne réfléchit pas, on ne spécule pas. C'est quelqu'un qui cherche à être conscient de ses biais et de ses préjugés pour s'en purifier, qui cherche à être objectif, à être un pur miroir du monde, à ne pas biaiser le monde par ses intérêts, et qui est très humble, parce qu'il y a l'idée qu'on ne peut connaître qu'une petite partie de l'univers. Vous voyez que c'est assez différent, parce que le cartésien, lui, il pense qu'il a les idées innées qui lui donnent la connaissance ultime de ce qu'est la nature, quand même. Alors ça amène à des choses assez différentes. Alors déjà, une chose qui est importante, c'est qu'une conséquence de l'empirisme, c'est que ça donne naissance à cette idée que le scientifique, c'est un être pur et désintéressé. Vous connaissez un peu ce stéréotype. C'est un stéréotype qu'on retrouve par exemple au XIXe siècle chez Nietzsche, qui dit la chose suivante, la science et la sagesse est à la sagesse que la vertu est à la sainteté, elle est froide et sèche, elle est sans amour et ne sait rien d'un sentiment profond, d'imperfection et d'une aspiration plus haute. Elle est tout aussi utile à elle-même qu'elle est nuisible à ses serviteurs, en ce sens qu'elle transporte sur ses serviteurs son propre caractère, et que par là elle dessèche ce qu'ils peuvent avoir d'humain en eux. Tant que l'on entend par culture l'encouragement de la science, elle passe avec une froideur implacable à côté des grands hommes passionnés, car la science ne voit partout que des problèmes de la connaissance, et dans le domaine qu'elle s'est réservé, la souffrance apparaît comme quelque chose d'insolite et d'incompréhensible, et devient par conséquent elle aussi un problème. En gros, ce que dit Nietzsche, c'est la science, pour faire de la science, on a besoin de scientifiques. Il accepte cette idée empiriste selon laquelle pour que la science marche, il faut que le scientifique soit objectif, neutre. Enfin, c'est le début de la carrière de Nietzsche, pour ceux qui se posent des questions. C'est des écrits de jeunesse. Et il dit, du coup, ça prouve que le bon scientifique, c'est juste un sous-homme. C'est vraiment ça. Parce que pour être un homme qui est complètement neutre, qui doit être un bon scientifique, il faut qu'il ait aucune passion, aucun désir, aucune folie, il faut qu'il soit ce miroir pur de la nature, et donc il doit être un mec très très chiant. Enfin, c'est vraiment ça le thème de Nietzsche, c'est-à-dire qu'il faut former des scientifiques pour faire de la science, mais par contre, il ne faut pas former des scientifiques pour faire des êtres humains. Alors vous voyez comment ça découle vraiment de cette idée que le scientifique, ça doit être cet homme dépourvu de biais qui est le miroir de la nature. Donc je vous rassure, ce n'est pas la seule conception du scientifique possible, on en verra d'autres la semaine prochaine. Alors du coup, quelle est la différence entre le cartésien et l'empirisme ? On peut prendre un exemple en réfléchissant à ce que les cartésiens pensent des loups-garous. Question que vous êtes tous très posée. Donc par exemple, que pensent les différentes écoles des loups-garous ? Alors Descartes n'a pas trop écrit sur les loups-garous à ma connaissance, mais il y a quelqu'un qui est très cartésien qui s'appelle Malebranche, un philosophe qui est très cartésien, qui lui écrit beaucoup sur beaucoup de choses, et il écrit sur les loups-garous, et en gros ce qu'il fait, c'est les loups-garous, on sait que ça n'existe pas, il n'y a pas besoin de questions à se poser, vous voyez bien que c'est impossible, ça violerait les lois de la nature telles qu'on les connaît a priori, c'est des conneries. Donc qu'est-ce que lui il écrit quand il parle des loups-garous ? Lui il débunk les loups-garous, il essaie de faire une théorie de comment les gens arrivent à en croire aux loups-garous. Il dit voilà,
L'appréhension des loups-garous, des hommes transformés en loups, est encore une plaisante vision. Un homme, par un effort déréglé de son imagination, tombe dans cette folie, qu'il croit devenir loup toutes les nuits. Ce dérèglement de son esprit ne manque pas de le disposer à faire toutes les actions que font les loups, ou qu'il a ouï dire qu'il faisait. Il sort donc à minuit de sa maison, il court les rues, il se jette sur quelque enfant s'il en rencontre. Il le mord et le maltraite, et le peuple stupide et superstitieux s'imagine qu'en effet, ce fanatique devient loup, parce que ce malheureux le croit lui-même et qu'il a dit en secret à quelques personnes qui ont pu le taire. Vous voyez, le loup-garou, c'est une croyance irrationnelle, ça ne peut pas exister, on le sait a priori. Il n'est pas allé faire des études pour voir si les loups-garous n'existaient pas. Hein. Je veux dire, c'est rationnel, il ne faut pas être complètement idiot, on sait que le loup-garou n'existe pas. La vraie question scientifique, c'est pourquoi les gens croient au loup-garou alors que c'est aussi idiot d'y croire. Qu'est-ce qui se passe du côté anglais? Du côté de la Société royale de Londres, on se pose un peu quand même la question. Ça n'existe pas, soyons ouverts d'esprit, allons interroger des gens, collectons des témoignages. Donc ils ont vraiment interrogé des gens qui disaient avoir vu des loups-garous, hein. Puis ils sont là, voilà, on ne sait pas, on ne peut rien savoir a priori, tout vient de l'expérience, donc on ne peut pas exclure a priori que les loups-garous existent. Vous voyez comment c'est très différent comme état d'esprit? On ne sait pas ce dont la nature est capable. Vraiment, l'idée centrale que transmet l'empirisme, c'est que comme on ne peut rien savoir de la nature a priori, comme toute connaissance vient de l'expérience, il ne faut pas juger avant d'observer. Donc techniquement, il pourrait y avoir plus de choses sur la Terre et dans le ciel que dans la philosophie, hein, pour reprendre la citation de Shakespeare. D'ailleurs, il y a des théories du complot sur laquelle c'est Bacon qui aurait écrit les pièces de Shakespeare, je profite pour caser ça là. Mais il y a quelque chose de très baconien dans cette phrase de Shakespeare, ouais, tu connais pas? Ouais, c'est fantastique. Vous voyez, c'est vraiment cette idée qu'on ne peut pas exclure, la nature est folle, on ne peut jamais savoir de quoi la nature est capable, donc peut-être les loups-garous existent. Vous voyez comment on arrive à des choses très différentes. Il y en a un où c'est... Si tu fais preuve d'esprit critique, tu réfléchis 2 secondes, tu vois bien que le loup-garou, c'est une idée qui n'a pas de sens et qui viole les lois sacrées de la nature, ça n'existe pas, et l'autre qui est là, allons enquêter, allons voir si les loups-garous existent. Alors, bon, on arrive bientôt à la fin, qui va gagner entre le rationalisme et l'empirisme? C'est l'empirisme. L'empirisme va devenir la philosophie majeure, la conception majeure de la philosophie des sciences au XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de séparation entre science et philosophie à l'époque, comme je vous ai dit. Donc les considérations philosophiques ont des répercussions scientifiques sur les théories scientifiques et vice-versa. Et les théories associées au cartésianisme vont se casser la gueule. Parce que, rappelez-vous, le problème de Descartes, sa hantise, la hantise de Descartes, c'est de dire « je ne veux pas accepter des choses que je ne comprends pas, je ne veux pas avoir recours à des forces occultes. Je sais que la matière, c'est juste, juste un truc dans l'espace qui interagit avec d'autres morceaux de matière en se poussant. » Et du coup, comment vous expliquez plein de trucs avec ça? Par exemple, comment vous expliquez le fait qu'on retombe sur le sol? Parce qu'il n'y a pas de gravitation. Enfin, si la matière, c'est juste qu'un truc est dans l'espace, elle n'exerce pas de force sur nous. La réponse de Descartes, c'est de dire, en fait, l'espace est toujours plein. Il est plein d'une matière qu'on ne voit pas. Enfin, par exemple, là, la pièce est pleine d'air. On ne le voit pas, hein, c'est pas complètement irrationnel de dire ça. Donc, l'espace est plein de particules, il n'y a pas de vide dans l'espace. Et donc, quand je saute, il y a le plein qui est au-dessus de moi qui me repousse vers le sol. J'essaye de décoller de la Terre, mais toute la matière qui est en suspension dans l'espace au-dessus de moi me repousse. C'est la pression de la matière, si vous voulez, qui me repousse vers le sol. Comment est-ce que les planètes tournent autour du Soleil? En fait, l'espace est plein de matière, et il y a des courants de matière, comme dans une baignoire, si vous voulez. Donc, il y a des tourbillons qui se font, comme quand vous videz le siphon de la baignoire, et les planètes, elles tournent autour du Soleil, principalement parce qu'elles sont emportées dans ces tourbillons de matière. Et donc ça amène les cartésiens à faire des prédictions assez intéressantes. Par exemple, l'idée que la Terre est ronde, mais pas complètement ronde, elle est un peu écrasée sur les côtés. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la Terre tourne? Parce qu'elle est prise dans un tourbillon de matière, vous voyez? Et donc ça doit un peu éroder sur les côtés quand même, et un peu compresser. Donc il faut que la Terre elle soit plus grosse comme ça. Le problème, c'est que chez les empiristes, on est arrivé à une vision complètement différente du monde. On a dit, chez les empiristes, on ne sait pas de quoi la nature est capable, tout est fair game, tout est ouvert. Et donc il y a un type qui s'appelle Newton qui va dire « Moi je pense, tous les objets physiques dans l'univers, ils s'attirent les uns les autres. » Par une force très mystérieuse que je ne sais pas ce que c'est, et je ne sais pas non plus comment elle agit à distance, ni dans quel médium elle passe. C'est très mystérieux, mais ça marche. C'est ça, en fait, si vous réfléchissez, l'attraction universelle, pour l'époque, c'est une force occulte. C'est un truc que Descartes ne peut pas accepter. L'attraction universelle, c'est de dire, oui, non, dans la matière, il y a vraiment cette puissance où chaque morceau de matière attire tous les autres à tout moment, à travers l'espace, à n'importe quelle distance possible. Si vous réfléchissez, c'est complètement dingue. Donc, les cartésiens sont là du genre, non. Et Newton dit, si, ça marche. D'ailleurs, on peut faire des prédictions. On prédit que la plupart de l'univers est vide, parce que la force, elle agit, elle n'a même pas besoin de passer par un médium entre les deux, elle agit à distance, donc l'univers est vide. Et bon, pour tout un tas de raisons, dans la théorie de Newton, la Terre va être écrasée, mais sur les pôles, pas sur les côtés. Donc, gros débat scientifique, et on sait tous qui va remporter le débat scientifique, ça va être la physique newtonienne.
Et donc, au fur et à mesure que les gens acceptent la physique newtonienne, le triomphe de la physique newtonienne, c'est quand même le triomphe de l'idée que, mince, la meilleure théorie scientifique disponible, elle fait appel à une force dont on n'a aucune idée de ce que c'est, qui est juste incompréhensible. On ne sait pas quelle est la nature de cette force. D'ailleurs, Newton dit, j'en sais rien, je m'en fous. C'est pas une question que la science peut trancher. Elle fait appel à des choses que j'avais... Donc, et vous vous rappelez, il y avait vraiment chez Descartes l'idée que Dieu a mis en nous toute la connaissance nécessaire pour faire de la physique comme on fait des maths. Mais en fait, il y avait dans son idée de la matière que Descartes avait, que Dieu était supposé lui donner, il n'y avait pas du tout l'idée que la matière pouvait attirer d'autres morceaux à distance. Hein. Ça, il ne l'avait pas vu venir. Personne ne l'avait vu venir, vous voyez. Donc la victoire de la théorie de Newton, ça va amener à l'abandon pur et simple des théories cartésiennes. Hein. C'est vu vraiment comme un triomphe de l'empirisme. La meilleure théorie, elle fait appel à des forces mystérieuses qui ne sont pas claires et distinctes, qu'on n'aurait pas pu déduire à l'avance, qui sont uniquement connues par l'observation du monde. Et surtout, je finis, hein, je promets en 1 minute, et surtout, il y a le fait que Newton lui-même se réclame plutôt de la philosophie de l'empirisme. Hein. Quand il dit, il faut distinguer les hypothèses et les hypothèses des faits. Hein, tout ce qui n'est pas déduit des phénomènes doit être appelé une hypothèse, et les hypothèses n'ont pas leur place dans la philosophie expérimentale. Il dit voilà, c'est pour ça que moi je dis qu'il y a une force qui attire les choses à distance, parce que c'est ça que j'observe dans le cosmos, mais par contre si on me demande quelle est la nature fondamentale de cette force, comment elle agit, ça moi je préfère ne pas répondre, parce que ça dépasse ce qui est observable. Hein. C'est ça la bonne attitude, l'attitude humble à avoir. J'ai mis cette force dans ma théorie, ça rend compte des observations, mais je ne vais pas plus loin dans l'explication de la nature de cette force, parce que la science, la bonne philosophie, la philosophie expérimentale, doit s'arrêter à ce qui est observable. C'est la phrase célèbre de Newton, « Je ne fais pas d'hypothèse », dans le sens « je ne spécule pas au-delà de ce qui peut être observable ». Et donc vraiment, il y a cette association où la physique française, c'est la physique cartésienne, la physique anglaise, c'est la physique empiriste, la physique anglaise gagne, et l'empirisme, en tant que philosophie, va triompher sur la scène scientifique. Et on va voir que c'est de là que va venir la conception plus moderne du scepticisme. Donc on va arrêter ici, on va finir... On va passer toute la séance prochaine à finir la session sur la méthode scientifique, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je répondrai à vos questions sur le texte à lire pour aujourd'hui la semaine prochaine. Je vous ai mis un autre texte du même auteur à lire pour la semaine prochaine. Vous n'êtes pas obligé de poser de questions, pas parce que j'aime pas vos questions, mais parce que si je prends la semaine prochaine le temps de répondre aux questions qu'il y avait pour cette semaine et à répondre aux questions pour la semaine prochaine, ça va prendre trop de temps et je n'arriverai pas à finir à temps. Il faut quand même un jour qu'on finisse sur la méthode scientifique pour que Céline puisse parler. Mais je vous invite à le lire parce que c'est une critique que fait Popper justement de l'idée selon laquelle le scientifique doit se libérer, se purifier de ses biais. Il dit voilà, non, ça n'existe pas, cette idée un peu classique selon laquelle le bon scientifique, c'est celui qui s'est complètement vidé, lavé de tous ses péchés, de tous ses biais, de tous ses préjugés. Mais on va voir que c'est quand même une conception de la science qui va dominer le XVIIIe et le XIXe siècle et qui est présente dans beaucoup de conceptions du scepticisme contemporain. Voilà.